bien, bonjour à tous, j'espère que vous me voyez et que vous m'entendez. Salut, c'est Fabrice. On va démarrer cette première visioconférence de l'année 2024. On est le 2 janvier. Encore une fois, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année. Je ne m'attarde pas parce que je l'ai fait déjà hier. Première visioconférence de l'année 2024. Ça fait aussi également très longtemps que je me suis pas prononcé sur on va dire de l'immobilier sur la Floride. Le marché était en forte mutation parce que il y a eu le Covid, il y a eu de grosses modifications, des flux migratoires, etc. Donc vraiment tout a changé. Alors je vais me connecter en même temps de l'autre côté que mon téléphone, si jamais je reçois des messages comme ça, je pourrais les voir. Alors pour ceux qui me connaissent, merci pour votre suivi, merci pour votre fidélité. Pour ceux qui me connaissent pas, je vais me présenter, je vais vous dire un petit peu qui je suis et ce que je fais. Pour ceux qui me suivent depuis des années, merci beaucoup encore une fois. L'année 2023 a été exceptionnelle. Vous m'avez permis d'année en année, au fil des années, de battre, d'effacer complètement mes performances de l'année précédente. Et ça, c'est grâce à vous. Merci infiniment. Je reçois souvent aussi des remerciements. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Donc en tout cas, s'il y a des Français qui vivent leur rêve aux États-Unis, moi, j'en fais partie et c'est grâce à vous. Merci encore une fois. Alors, on va démarrer cette visioconférence. Elle va être disponible en replay, bien entendu. Après, c'est vrai que là, si vous m'envoyez des messages, je peux répondre en temps réel, donc c'est un peu plus facile. Même si vous avez toujours la possibilité de m'adresser des messages n'importe quand sur Facebook, par SMS ou par email. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Première visio de l'année. Voici un petit peu le programme. Je vais vous présenter, je vais me représenter, je vais vous présenter la zone sur laquelle j'interviens et les services qu'on propose. Pourquoi investir dans l'immobilier? Pourquoi investir sur le secteur particulier de Tampa Bay, parce que je me trouve dans le golfe du Mexique et je vous sers, vous, clients internationaux investisseurs, depuis des années. Je salue également, je sais qu'on en a qui se connectent et que j'ai déjà servi nos cousins québécois. Alors, on va faire un petit bilan sur la situation actuelle et le bilan pré-acquisition si vous voulez vous engager dans un investissement aux États-Unis. Un petit passage rapide sur l'euro-dollar, comment acheter son bien étape par étape, le cas de la création d'une LLC qui est une compagnie, l'acquisition d'un bien en 10 étapes, je l'ai simplifié, vous verrez, c'est très très simple, des exemples, des articles, donc une analyse de marché, etc. Vous allez bien comprendre. On passera par la gestion locative parce qu'il faut bien être conscient que tout ça c'est une solution clé en main, d'accord. Gestion locative, combien ça coûte, qu'est-ce que fait la concurrence. Je vous ai fait des tableaux, je vous ai tout préparé. Le cas des biens qui sont en copropriété, ce qu'on appelle HOA, Homeowner Association. On a l'imposition, les frais de fonctionnement, comment financer une acquisition, est-ce que c'est possible, combien ça coûte, quelles en seraient les conditions, à qui s'adresser. Et également le cas très demandé depuis des années et que vous savez que l'on propose, mais je reviendrai dessus, le cas du short-term rental, location saisonnière type Airbnb, si vous voulez faire ça, on sait le faire. Je vais vous expliquer pourquoi, comment. C'est parti. Allez, alors, je vérifie un petit coup de l'autre côté. Voilà, je suis de l'autre côté, c'est très bien. Alors, moi je suis Fabrice, je suis sur la zone de Tampa Bay, vous voyez un petit peu Tampa ici localisé sur la carte. Tampa, la grosse ville de Tampa, alors moi j'insiste bien sur Tampa Bay parce que Tampa est une ville qui est un petit peu dans l'intérieur des terres et moi je me trouve, alors mon bureau est à Saint-Pétersbourg ici, moi je vis plutôt sur l'Argo, vous avez les plages de sable fin du golfe du Mexique qui sont ici, à peu près 30 km de plage de sable fin, qui vont grossièrement de Tierra Verde jusqu'à Clearwater Beach qui est très très connu, surtout aux États-Unis, mais ils l'appellent number one in the world, la meilleure plage aux États-Unis, voire au monde pour les Américains. Pas forcément vrai, mais en tout cas aux États-Unis, c'est vrai qu'elle est excellente. Alors, vous avez mes coordonnées qui apparaissent un petit peu sur le coin en haut à gauche. Quel secteur géographique? Eh bien, je viens de vous le dire, États-Unis, Floride, Tampa Bay, qui est une zone balnéaire qui est située, en gros, à 10 000 km de la France, dans le golfe du Mexique. Et il faut savoir que Tampa Bay, parce qu'un Français qui pense États-Unis ou qui pense Floride, il pense Miami. Un Américain qui pense France, il pense Paris. Mais si vous êtes Français, par exemple, ou si vous êtes Belge, on pense Bruxelles directement. Vous savez très bien que il n'y a pas que les capitales qui existent. Eh bien, Tampa Bay est la deuxième zone économique du pays. C'est un véritable Eldorado que moi je connais depuis environ 26 ans maintenant. Je me suis installé il y a une dizaine d'années. Mais voilà, c'est
vraiment un Eldorado et vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, c'est un très bon spot pour les investisseurs. Vous allez comprendre pourquoi. Elle est régulièrement élue la meilleure ville du sud-ouest des États-Unis. Elle apparaît régulièrement sur des plages comme régulièrement devant des spots comme ceux de Hawaï ou encore des spots californiens. Natacha, il n'y a pas de souci, si tu n'as pas le temps de regarder aujourd'hui, tu le prendras en replay, il n'y a pas de problème. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'achat-vente immobilière, je fais de l'achat-vente d'entreprise pour les gens qui veulent immigrer aux États-Unis. Eh bien, je l'ai fait, j'ai passé toutes les étapes que vous pourriez passer en voulant venir aux États-Unis, c'est-à-dire que j'ai eu un visa E2, le visa d'investisseur, puis je suis passé par une carte verte, puis j'ai obtenu la nationalité américaine, donc je suis franco-américain maintenant. Donc, toutes ces étapes-là, je les connais, donc j'utilise mon expertise et mon accompagnement, ce qui m'a amené pour vous faire obtenir un visa d'investisseur, le visa E2, et pouvoir venir vivre et travailler aux États-Unis comme j'ai pu le faire. Et puis, en a découlé une troisième activité, je fais du consulting via ma plateforme consultingusa.com, puisque personne ne vous accompagne lorsque vous arrivez, c'était une vraie carence, donc je l'ai créé. Mais aujourd'hui, on ne parle que d'immobilier. Donc, je vais enchaîner sur l'immobilier, c'est parti. Alors, il y a deux comtés principaux sur la zone de Tampa, vous avez le comté de Hillsborough et le comté de Pinellas. Ici, là, vous le voyez en orange, Hillsborough est en jaune, d'accord, dans le golfe du Mexique. Un petit zoom, on voit un petit peu mieux sur la carte, la ville de Saint-Pete, voilà. C'est une presqu'île qui s'étend sur l'eau. Alors, vous voyez l'évolution de la population. Et ça, c'est des données importantes, vous allez comprendre pourquoi après. Vous voyez l'évolution de la population sur la gauche. Là, 2010-2018. Vous avez l'évolution par catégorie d'âge. Il faut savoir que c'est une zone jeune et dynamique. La Floride est réputée pour être un état où il y a beaucoup de retraités, et c'est vrai. Mais vous voyez que l'âge moyen est de 42 ans. Vous avez la répartition par âge. Donc on est sur une zone qui est extrêmement dynamique, où il y a de l'emploi, où ça bosse beaucoup, et il y a beaucoup d'activités économiques. Donc que vous investissiez purement dans de l'immobilier, et vous allez comprendre pourquoi et comment après, ou que vous investissiez en tant que simplement... on va dire créateur d'entreprise ou repreneur d'entreprise, il y a un vrai intérêt ici puisque le Grand Tampa Bay qui va du nord de Tampa, on va dire le comté de Hillsborough jusqu'à Sarasota qui est au sud, on appelle ça le Grand Tampa Bay, eh bien au Greater Tampa Bay, ça recense environ 4,5 millions de personnes. 4,5 millions de personnes, c'est un potentiel énorme que ce soit pour votre investissement locatif, il y a toujours un besoin, une demande et vous allez comprendre encore plus pourquoi derrière. Et un énorme potentiel pour votre installation si vous souhaitez lancer ou reprendre une entreprise ici. Le marché immobilier aux États-Unis à fin novembre 2023, il en est où? Il est comment? Eh bien, l'activité elle a quand même baissé. Elle a été très très perturbée pendant le Covid, mais il faut savoir que l'activité a baissé. Aujourd'hui, là, on en est à 3 820 000 ventes d'immobilier sur l'année 2023. Si je divise ça par 365 jours, ça veut dire que 10 465 biens immobiliers ont été vendus par jour. Cela veut dire que 436 biens ont été vendus chaque heure. Cela veut dire que plus de 7 biens immobiliers sont vendus aux États-Unis en 2023 par minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le marché est ultra dynamique, c'est un truc de malade. C'est-à-dire ça change de main sans arrêt. Ça veut dire que même pour celui qui hésite à un moment donné à faire l'investissement en disant « Ouais, si j'incède, je vais bloquer mes fonds sur un bien immobilier », on n'est pas dans une situation européenne que j'ai connue où un bien peut être à vendre pendant des mois, voire plus. Non, vraiment, les biens ici se vendent rapidement. Quand ça traîne, ça met 2-3 mois, mais en général, ça se vend très rapidement. Sur les pics qu'on a eu ces dernières années, la plupart des biens étaient sous contrat durant le premier week-end. Il y a eu des moments, encore l'année dernière, où on va dire il y a 1 an et demi, en 2022, on avait, vous mettiez un bien sur le marché le jeudi, il y avait 30 à 40 offres qui tombaient dans le week-end. C'est-à-dire que là, c'était le choix du roi. C'est un truc de dingue. Donc 7 biens en moyenne par minute, 7,3 biens exactement. Sur l'année précédente, c'était 7,7 biens. Donc ça a un petit peu baissé, mais rien de fou quand on sait que 2023 était une année vraiment difficile en termes d'inflation, et ça c'est mondial, même aux États-Unis, je sais que vous l'avez vécu aussi en Europe. Donc vraiment, on a quand même un maintien de l'activité immobilière qui reste forte. Alors, le potentiel immobilier de la Floride, ça c'était les US. Ok, mais le potentiel immobilier de la Floride, c'est quoi? Il y a un truc de dingue qui s'est passé depuis le Covid. Si vous regardez cette carte, vous voyez qu'en fait, vous avez des gens qui ont bougé à l'intérieur des États-Unis. C'est-à-dire qu'en tant qu'Américain, si par exemple vous êtes, je dis n'importe quoi, je vais prendre un cliché, vous vivez sur Calais dans le Nord et vous dites « Ah là là, moi je voudrais aller chercher le soleil de la Côte d'Azur », eh bien vous allez vous déplacer de Calais, disons jusqu'à Marseille, peu importe.
Vous allez donc migrer du nord au sud. Et bien là, c'est ce qui s'est passé. Vous avez, vous pouvez le voir, les États en bleu foncé. Les gens se sont beaucoup déplacés, notamment de la Californie jusque vers la Floride. La Floride est l'État qui a reçu et qui continue à recevoir le plus de personnes. Et vous allez le voir en détail. Par année et par jour. C'est-à-dire que on est le 3e État le plus peuplé aux États-Unis et on a un flux de fous. Et ces gens-là, il faut les loger. Et ces gens-là, ils ont besoin de se loger. Et on va le voir aussi. Voilà, on a migration massive depuis 5 ans. Faut savoir qu'en moyenne, chaque jour, 817 personnes s'installent en Floride. 817 personnes s'installent en Floride chaque journée. Et il faut savoir que sur la zone de Tampa Bay, on est celle qui en recevons le plus, avec 150 personnes en moyenne par jour. Ces gens-là ont besoin d'un logement. Et donc, il y a une énorme opportunité pour tous les propriétaires d'immobilier. Et les conseils que je vous donne, je les applique pour moi-même, puisque moi-même, je possède de l'immobilier ici. La demande locative est donc extrêmement forte. Il y a un besoin constant de logement. Le réseau routier se développe, c'est un truc de dingue. Moi, cette zone, je l'ai vu évoluer pendant plus de 25 ans. Avant, c'était presque une campagne. Maintenant, c'est vraiment bondé du matin au soir. Et vous voyez des constructions. Le moindre terrain en ville, boum, on en est à détruire des petits buildings pour pouvoir monter, etc. C'est en train de se développer de dingue et ça fait des années que ça se passe. C'est également la Floride, l'État le plus visité des États-Unis. C'est-à-dire que là, on a eu aussi une opportunité pour les gens qui veulent faire de l'investissement en Airbnb, c'est-à-dire les locations saisonnières, et on va voir ça. Donc, vous pouvez le voir, l'État le plus visité de tous les États-Unis, c'est la Floride. Donc, il y a non seulement une grosse demande en termes de logement pour ceux qui veulent résider et vivre ici, mais il y a également une grosse demande pour le tourisme. Alors, le marché immobilier sud-est des États-Unis et notamment la Floride, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la stat est de novembre 2023 parce que décembre on l'a encore pas. Vous avez un index là qui est l'index de référence, c'est l'année 2001. C'est-à-dire, je m'explique. Vous voyez la carte ici en dessous. Vous avez l'activité. Donc ça montre les biens immobiliers qui sont actuellement sous contrat, donc qui sont en train de se vendre. C'est-à-dire que vous mettez votre bien sur le marché et à un moment donné vous signez un contrat. Il y a une entente entre un acheteur et un vendeur. Le contrat est dit pending, c'est-à-dire sous offre. Eh bien, l'année de référence c'est l'année 2001 parce que c'était l'année la plus, on va dire, active à ce moment-là. C'était l'année la plus active au niveau immobilier. Elle est donc l'année de référence sur le 100%. Bonjour David, bonjour Isabelle. Et donc, du coup, elle sert de référence en étant l'index 100, le 100. Et là, on voit qu'actuellement, en 2023, vous avez une répartition, si vous regardez l'ouest des États-Unis, notamment la Californie, ils sont à 54% de ce qu'il y avait en activité immobilière en 2001 en termes de maisons sous offre. Là, dans le Midwest, on est à 76 sur 100. Là, on est à 64. Et regardez un peu la Floride, on est à 83,2. C'est-à-dire que on est quand même relativement proche de l'année la plus forte, historiquement, en termes de vente aux États-Unis. C'est quand même énorme, sachant qu'on est sur une année, l'une des années les plus difficiles, post-Covid, avec toutes les étapes qui ont été supprimées, comme par exemple ici, il y a des prêts qui avaient été mis en pause par l'administration afin de faciliter la vie due à l'inflation. Tout ça, ça a repris. Et malgré tout, malgré que les prix soient hauts, et on va le voir, malgré que les taux d'immobilier soient très hauts, et on va le voir, on a une activité hyper importante. Alors justement, comment ça a évolué ça? Comment évoluent les prix de l'immobilier? Parce que vous achetez un bien, ok, comment ça se passe? Eh bien en fait, là vous voyez l'évolution des prix moyens de l'immobilier sur l'État de Floride. À savoir que la zone de Tampa Bay est assez représentative de ce schéma. Alors, vous voyez un petit peu au fil du temps comment ça a pu évoluer. Et vous voyez qu'il y a eu un pic là notamment, on va dire en 2022. Au milieu de l'année 2022, là, c'était carrément de la folie. Hein. Les produits, là, ça se vendait, c'était de la surenchère. C'est-à-dire qu'en fait, vous vouliez acheter un bien immobilier, il y avait des gens qui faisaient des offres 30, 40, 50 000 $ au-dessus du prix demandé, en cash, etc. Les investisseurs sont venus de tout le pays. C'était un truc de dingue. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais y revenir, systématiquement, Tampa Bay est défini comme l'un des
top 10, voire top 5 des meilleurs marchés immobiliers aux États-Unis. Et en 2022, il était le numéro 1. C'est-à-dire que même moi, j'ai servi des Californiens alors que je sers peu de locaux. J'ai servi, je veux dire, d'Américains, de compatriotes américains. J'ai servi des Américains qui sont venus, qui ont traversé le pays parce qu'ils avaient vu que c'était le premier marché des États-Unis. Donc vous avez un petit peu de fluctuation. Vous voyez, hop, c'est redescendu un peu parce que là, c'était carrément de la folie. Donc cette correction était vraiment nécessaire. Et vous voyez que voilà, on est un petit peu, parce que l'immobilier, c'est pas non plus, les prix, c'est pas non plus linéaire, hein, c'est un peu comme la bourse, ça bouge, mais vous voyez quand même que ça reste relativement haut et stable. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, pourquoi on a des prix qui sont hyper hauts, alors qu'en fait, on a des taux immobiliers qui sont au plus haut depuis 25 ans? Eh bien, parce qu'en fait, il faut savoir que l'inventaire de biens disponibles sur le marché est très bas. Et notamment très bas aux États-Unis et très bas en Floride. C'est-à-dire que sur certains secteurs, vous aviez à un moment donné, vous vouliez vous acheter une maison 4 chambres, 2 salles de bain avec piscine, il y en avait 3 à vendre. Il y en avait 3 à vendre sur 15 km à la ronde, quoi. Alors qu'ici, il y a des millions de personnes. Enfin, donc c'est un truc de fou. Il y avait plus rien à vendre. C'est un peu mieux. On voit que l'inventaire remonte, donc on a aussi une petite correction de prix là-haut à cet endroit-là. Mais on reste quand même sur des prix élevés. Et parce que l'inventaire, certes, le très faible inventaire de biens immobiliers a permis le maintien des prix de vente, mais il faut également considérer la raison. C'est-à-dire que il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte sur l'évolution des prix, c'est les taux immobiliers. Les taux immobiliers ont explosé. Ils sont montés, on va dire, en moyenne à 8% ces dernières semaines et ces derniers mois, alors qu'on était peut-être il y a 2 ans en arrière dans les 3%. Donc on a eu une explosion des taux, ce qui fait que les gens qui possèdent des biens immobiliers ne veulent pas vendre leurs biens. En général, vous avez une baisse des prix quand ça se produit. Quand les taux montent, les prix baissent, mais en général. Mais les gens qui possèdent des biens immobiliers ne veulent pas vendre parce qu'ils savent que s'ils vendent leurs biens immobiliers, c'est bien, ils vont récupérer, vous vendez votre maison que vous avez acheté 250 000 $, vous la rachetez 500 000, vous la revendez 500 000, pardon, vous allez récupérer de l'argent, mais après, il va falloir très probablement, pour la plupart des gens, refaire un prêt immobilier qui, cette fois, ne va plus être à 3%, mais à 8%. Donc, ils vendent pas. Donc, le fait qu'il y ait peu de biens, les prix se sont maintenus. Et là, l'inflation est descendue fortement. Donc, ça fait 2 fois de suite que la Fed ne relève plus les taux. Et donc, les taux immobiliers ne montent plus. Et même là, vous voyez, l'ANAR, c'est l'Association des agents immobiliers nationale aux États-Unis. C'est un organisme puissant qui prévoit que ces taux qui sont déjà descendus, vous pouvez le voir, regardez le graphique, rien que sur les 2-3 derniers mois, vous avez une relative baisse de taux. Vous la voyez par le taux à 30 ans, le taux à 15 ans, hein, par exemple. Vous voyez comme ça a baissé rien qu'à l'échelle de quelques semaines. Et il prévoit donc des taux entre 6 et 7% au printemps, là, qui arrive, donc rapidement. Donc là, on a une véritable baisse qui s'est déjà amorcée. Et là, par contre, toutes les conditions vont être réunies, c'est-à-dire que là, vous vous en doutez bien, mais on va le voir, il y a très très forte chance que les prix repartent à la hausse, sachant qu'ils n'ont pas vraiment baissé et qu'ils ont même continué à progresser un petit peu sur cette zone. Donc, l'association des realtors, des agents immobiliers, estime qu'au printemps, on sera environ dans les 6%. Vous avez d'autres analystes spécialisés qui disent 6 à 6,5. Vous avez l'association des courtiers des banques qui prévoit du 6,1 et probablement du 5,5, mais là ce sera à fin 2025. Donc on voit quand même que on envisage une bonne baisse des taux d'ici la fin de l'année et une réelle baisse peut-être plutôt à 24 mois. Alors si vous êtes investisseur étranger, on le verra pourquoi, comment on finance, etc. Mais il y a de fortes chances, la plupart des investisseurs ici investissent en cash, mais même s'il y a des possibilités de financement. Donc vous n'êtes peut-être pas intéressé par ces taux, mais si je vous montre ça, c'est pour vous dire que ceux qui m'ont suivi et qui ont investi avec moi, je sais qu'il y en a déjà 1 ou 2 en ligne, je vous remercie pour ça. Vous avez selon la période à laquelle vous avez investi, la valeur de votre bien, notamment je vois une personne qui est en ligne, elle a déjà doublé. Et il le sait. Sa valeur de bien immobilier a doublé au regard des quelques dernières années, on va voir ça en détail. Et là, je vous dis pas que rapidement, ça s'est passé en l'espace de 3-4 ans, je vous dis pas que ça redoublera, mais il y a une vraie montée qui va se faire. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir, les prévisions prévoient une baisse des taux qui s'est déjà amorcée, et ça va mener à une nouvelle croissance des prix. Je vous dis pas qu'en 1 an, vous allez prendre 15%, on va voir ce qui s'est passé là récemment, vous allez voir les montées de prix étaient malades,
Mais par contre, sur le moyen terme et le long terme, l'equity, c'est-à-dire la valeur de votre bien, la différence entre ce que vous devez dessus, mais en général si vous payez en cash, donc la valeur de ce que vous possédez sur ce bien va croître parce que les prix vont continuer à croître sur le moyen et le long terme. C'est une analyse qui est générale, c'est aussi une de mes croyances depuis un moment. Je dis depuis plusieurs années, je crois personnellement, bien sûr je peux faire une erreur, mais je crois personnellement que nous verrons sur cette zone des prix californiens d'ici 10 ou 15 ans. Je ne parle pas forcément de ceux de Los Angeles, mais je dis bien des prix californiens. Je pense que les maisons et les biens immobiliers vont très fortement augmenter encore au fil des années. Alors, encore une fois, on va récapituler. Je vais vous dire pourquoi et comment. Vous allez voir d'autres données, elles sont impressionnantes. Parce que avant d'investir ici, vous vous posez des questions et c'est normal. Ça peut faire peur, vous êtes à l'autre bout du monde, etc. Il faut comprendre et aussi, il faut avoir une certaine logique. Donc, vous avez différentes choses qui ont été postées. Regardez un petit peu comment la Floride est devenue le deuxième marché le plus valuable. J'arrive plus à le traduire en français, mais le plus ouais, j'arrive plus à le traduire vraiment, mais le plus de valeur est devenu le marché le plus porteur, si vous voulez, des États-Unis. Eh bien, vous avez une valeur en trillions, en dizaines en milliards, donc c'est vraiment une valeur hyper importante, c'est données Bloomberg, etc. Je vous retrouve les données que je vous ai dit. La Floride a accueilli 655 000 nouveaux résidents uniquement pendant la pandémie, parce que les gens fuyaient. Et regardez un peu ça, parmi les 6 marchés les plus puissants, regardez bien, Tampa est le numéro 1. 88,9% de progression. C'est un truc de dingue. Vous avez Miami, Jacksonville, Orlando. Par Zillow, qui est la plateforme numéro 1 aux États-Unis. Vous avez une progression absolument insensée, insane, comme on dirait aux États-Unis. Donc vous avez une progression d'immobilier complètement folle. Là, on ne se parle pas de 10 ou 15%, 90%. La Florida usurpe à New York, on va dire dépasse New York et devient encore une fois le deuxième marché le plus valuable. Et regardez un petit peu les données qui sont présentées, elles sont tout simplement incroyables. On a une augmentation, number 2 spot in the nation. Vous avez une augmentation des valeurs immobilières qui est complètement folle. Et ça va continuer puisque vous avez cette migration qui continue. Alors, si vous avez le choix entre le soleil de la Floride et en plus un État qui ne possède pas de taxes, etc., qu'est-ce que vous faites? Ben forcément, vous faites ce choix-là. On en regarde encore un petit peu plus. Regardez ça. Encore une fois, ça reprend à peu près les mêmes données. On voit un petit peu les progressions. La Floride en ses valeurs immobilières qui n'arrêtent pas de progresser. Donc c'est pas uniquement, c'est vraiment des données que vous pouvez retrouver complètement partout. Et ça c'est un point qui est hyper important. Regardez bien. Pour la première fois en 65 ans, l'État de Floride prend la première place sur l'augmentation de la population. Je crois que c'était 1,9%, c'est ça. Le troisième État le plus peuplé des États-Unis, donc la Floride, a vu sa population progresser de 1,9% entre juillet 2021 et juillet 2022. En un an, la population de Floride a progressé quasiment de 2%, atteignant plus de 22 millions de personnes. Cet afflux massif de personnes, il faut les loger. Et donc, voilà toutes les raisons qui font que c'est très intéressant de continuer à investir dans ce marché. Et ce marché, du coup, devient, on va dire, privilégié et les biens deviennent rares. Et c'est ce qui, tous ces éléments-là vont dans le sens d'un marché et de prix qui vont continuer à monter et du coup, de biens qui s'arracheront dans un moyen et un long terme. Alors, les arguments majeurs, si je récapitule, c'est quoi? Eh bien, moi, si vous voulez, je sélectionne, vous le voyez, je publie dans le groupe, je sélectionne régulièrement parmi les meilleures annonces, parce qu'il faut pas croire que toutes les annonces ont le même seuil de rentabilité. Je passe souvent 50 annonces pour en trouver une qui soit intéressante, et je connais bien le marché local. Donc, je vous propose des rentabilités moyennes brutes entre 9 et 10%, et là, c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que ça, c'est des seuils que je vous proposais il y a 5, 6, 7 ans en arrière. C'est-à-dire que ça a progressivement diminué. Il y a encore 1 an et demi de ça, on a eu une telle montée de la valeur des prix des biens immobiliers
que l'augmentation des loyers, elle a suivi, mais elle a suivi avec un an de décalage. C'est-à-dire que vous aviez des loyers à ce niveau-là, et puis vous avez le prix des biens immobiliers qui était là, puis qui n'a pas arrêté de monter comme ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, la valeur des biens était tellement haute que le loyer ne donnait plus vraiment de sens, ne faisait plus un rapport de rentabilité suffisamment élevé. On était tombé sur la majorité des produits à 5% brut. Donc à la fin, il restait grossièrement du 2% net. Donc moi, à ce moment-là, je vous en ai proposé quasiment plus aucun, ou alors j'ai trouvé des solutions annexes. Ça a fait partie des raisons pour lesquelles on a lancé le Airbnb, la location saisonnière, qui était demandée depuis des années. Alors elle était demandée aussi parce que elle possède d'autres avantages, et on y reviendra, hein, comme le fait de pouvoir occuper son bien quand on vit en vacances ou envoyer ses amis ici. Donc ça, c'est sympa. Mais voilà, pour retrouver de la rentabilité, on avait trouvé des solutions. Mais là, il faut savoir qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec un an de décalage, les loyers ont commencé à monter. Et donc du coup, on a eu du mal de rattraper, mais ce qui s'est passé, c'est que maintenant, les loyers sont toujours hauts et que la valeur des biens immobiliers, elle a un petit peu stagné depuis un an, voire sur certains secteurs, elle est légèrement descendue, ce qui fait qu'on a rattrapé et qu'on est revenu avec des rentabilités hyper intéressantes. Maintenant, la différence, faut être clair, c'est que, j'ai envie de dire, la même rentabilité que ce qu'il y avait il y a 5, 6 ou 7 ans, ce qui est énorme. Maintenant, il faut être clair, le problème, c'est que c'est plus les prix d'il y a 5, 6 ou 7 ans. Mais ça, c'est normal puisque, vous le savez, il y avait eu une crise mondiale qui avait démarré aux États-Unis, la crise des subprimes, qui avait entraîné une chute violente des prix où tout le système bancaire avait été revu en œuvre et revisité. C'est-à-dire que maintenant, tout est sécurisé un petit peu à l'image des banques européennes. On peut plus emprunter comme on veut. Avant, on pouvait presque emprunter sur du déclaratif. C'est pour ça que c'est hyper sécurisé et que ça bouge plus. Et donc, ça a mis 10 ans à remonter. C'est-à-dire qu'on a la même rentabilité, mais le problème, c'est qu'avant, effectivement, on pouvait acheter une maison à 200 000 $, et maintenant, il faut 400 000 $ pour acheter une maison. Donc, les prix sont plus élevés, mais la rentabilité est, même sur du locatif annuel, elle est retrouvée. Alors, la question que je vous pose, c'est combien vous rapporte un compte en banque traditionnel? Quasiment rien. Vous avez une fiscalité avantageuse, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu dans l'État de Floride. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imposition au niveau de l'État lui-même. L'imposition, elle est au niveau fédéral, c'est-à-dire elle est au niveau national. Et il n'y a pas de double imposition avec la France, par exemple, puisque c'est un accord bilatéral franco-américain qui date de 1994, fait que vous payez là où vous générez les fonds. C'est-à-dire que si vous faites des profits, vous avez de l'impôt à payer. C'est beaucoup plus intéressant que ce que vous connaissez en Europe, en France notamment. Et donc peu, et je vais y revenir, j'y reviendrai après, vous allez voir que vous pouvez payer peu, voire pas d'impôts selon les cas. Donc il n'y a pas de double imposition, ça c'est un autre avantage. Le marché s'adapte à tous les budgets. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui on peut démarrer autour de 130 000 €, c'est-à-dire des appartements 2 chambres à 150 000 $, des appartements 3 chambres entre 200 et 250 000 $, des maisons à 400 000 et puis des maisons avec piscine très bien placées à 500 000 et plus. Et après, bien sûr, si vous voulez des résidences primaires ou secondaires qui sont dans, on va dire, les meilleurs spots sur l'eau, etc., ça va à millions. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ça couvre un peu tous les marchés. On a des prix inférieurs au marché français à bien comparables. Ils sont largement inférieurs à ce que vous connaissez sur la France, encore une fois, à bien comparable, parce que effectivement, si on se dit une maison 4 chambres, 2 salles de bain, piscine à 500 000 $, déjà en euros, c'est à peu près 450 000 €. Sur certains secteurs, on peut avoir une maison 4 chambres, 2 salles de bain, mais là, vous êtes quand même, il faut imaginer que vous êtes dans le golfe du Mexique, là où il y a les plus belles plages du pays. C'est-à-dire que concrètement, ici, c'est un petit peu la Côte d'Azur. Donc une maison 4 chambres, 2 salles de bain, 150 mètres carrés et plus, à 3, 4, 5 km de la plage, ça vaut pas 450 000 €. Donc les prix sont bien inférieurs et surtout la rentabilité est supérieure. Mais surtout l'equity, la valeur, on va dire le bénéfice que vous tirez entre ce que vaut ce que vous avez à payer sur le bien si vous avez un prêt et ce que ça vaut. Donc ça, c'est la valeur, c'est l'equity. Si vous l'avez acheté cash, bon, la totalité de la valeur du bien et votre equity ne va faire que monter comme on vient de le voir. Et elle est à prendre en compte quand vous faites aussi de la rentabilité, et on va le voir après. Il y a bien d'autres avantages. Vous n'avez pas besoin de visa. Si vous posez la question en disant, ok, moi j'aimerais bien acheter un bien aux États-Unis, mais vous n'avez pas besoin de visa pour acheter un bien aux États-Unis. Il n'y a aucune démarche administrative requise du point de vue immigratoire pour pouvoir acheter de l'IMO aux États-Unis. Vous avez un agent immobilier franco-américain sur place qui a des années d'expérience et donc il n'y aura aucune difficulté de communication, c'est moi.
Vous avez une solution clé en main avec un de mes partenaires historiques qui assure la gestion locative du bien, et on va rentrer dans le détail, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. Quand vous investissez dans un bien ici avec moi, vous n'avez rien à faire. Vous n'aurez jamais un locataire au téléphone, mais j'y reviendrai après. La gestion locative, en plus, elle est la moins chère des États-Unis, et je pense même que, alors je connais pas toutes les offres en France, mais de ce que j'ai pu glaner comme information, je pense même que on est sur des tarifs extrêmement bas, même par rapport à ce que vous connaissez. Et de très faibles frais de notaire. La vente d'un bien immobilier, elle se fait à au moment de la vente, on appelle ça le closing. Elle est réalisée par des avocats, donc c'est pas un vrai notaire, c'est des avocats. Alors s'il y a un financement, bien sûr, ça coûte un petit peu d'argent, mais comme la plupart du temps vous êtes en cash, généralement ça coûte moins de 1% du prix d'achat. Vous achetez un appartement à 150 000 $, il y a des chances que vous n'ayez pas plus de 1000 $ de frais, on va dire, d'acquisition. Donc c'est vraiment rien du tout, ce sont de très très nombreux avantages. Et c'est pour ça que vous êtes nombreux à en avoir profité au cours des dernières années, et ceux qui me suivent, je vous en remercie. Alors attention par contre, on est bien clair, le fait de devenir propriétaire aux États-Unis, ça vous permet pas de résider sur le sol américain de façon permanente. Ça vous donne pas de papier, ça vous aidera pas à en obtenir. Vous pouvez acheter un manoir à 10 millions de $, sur la mer, vue sur mer, ça vous aidera pas. Ça marche pas comme ça c'est le sujet d'une autre vidéo, elle est de septembre si vous voulez regarder sur l'immigration. Mais là, on se parle d'immobilier, mais ça vous donne aucun avantage de faire ça, ou alors il faut acheter plusieurs biens et trouver le moyen de tourner ça en entreprise en ayant des employés. Mais c'est pas de l'investissement immobilier locatif qui vous permettra de venir vivre ici. J'espère que c'est clair. Ok, c'est ça dont je vous parle depuis tout à l'heure. Sachez que aux États-Unis, et ça c'est en moyenne, en Floride c'est plus important que ça, en moyenne au niveau national aux États-Unis, les prix ont augmenté de 288,7% au cours des 32 dernières années. Alors ils ajoutent que là ça veut dire que les propriétaires augmentent leurs finances significativement sur le long terme. Clairement, les prix ont explosé, continueront à exploser au fil des... C'est pour ça que je suis intimement convaincu qu'à moyen et à long terme, à 10-15 ans, on aura des prix californiens, surtout ici, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu la Côte d'Azur que vous connaissez sur l'Europe. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. C'est-à-dire que quand vous faites votre investissement, vous avez la rentabilité locative immédiate, celle que vous voyez au mois le mois. Ah, j'ai acheté tant, je loue tant, ça me rapporte 7%. Déjà, c'est super. Mais gardez en tête qu'en plus, votre bien, il progresse en valeur. Et ça, c'est vraiment du capital pour plus tard, pour votre retraite ou quoi. Ou pour un réinvestissement. Alors, il y a une raison supplémentaire. J'en conviens, c'est pas les montants historiques qu'on a connus. Si vous suivez l'euro-dollar depuis des années, ben, ça, c'est la variation euro face au dollar. Si vous êtes européen, alors, cher cousin canadien, si vous me regardez, votre dollar canadien, par contre, lui, est plus faible que le dollar US. Donc, pour vous, c'est un peu différent, c'est vrai. Mais vous avez d'autres avantages, et on y reviendra tout à l'heure. Vous avez des avantages de financement beaucoup plus simplistes qu'un Européen. Là, on est en moyenne, depuis un moment, à 1 euro pour 1,10 $. Ça, 1 euro donne 1,10 $. Alors, encore une fois, j'en conviens bien, c'est pas les valeurs historiques qu'on a pu connaître de folie, mais ça fait quand même que, malgré qu'il y ait eu une forte chute au fil des 10-15 dernières années, ça fait quand même que vous, possesseurs d'euros, c'est une remise automatique de 10%. Et 10%, quand on se parle d'une paire de godasses à 50 euros, c'est bien, ça fait 5 euros. Mais quand vous achetez un appartement à 150 000, ça fait 15 000. Quand vous achetez une maison à 400 000, ça fait 40 000 unités monétaires de différence. C'est énorme. C'est-à-dire que 10%, ça vient en complément de tout ça. C'est-à-dire que vous bénéficiez vraiment d'une remise mécanique sans rien faire, juste par un transfert de fonds parce que votre monnaie est plus forte. Et ça, c'est un avantage vraiment aussi à garder en tête. Je m'étends pas plus là-dessus, je pense que c'est clair. Alors, comment ça fonctionne? Je suis ok, j'ai compris, mais concrètement, comment ça marche? Comment j'achète un bien, Fabrice? Alors, déjà, il faut faire le bilan sur votre situation personnelle. Si vous m'appelez, vous me contactez, je vous dis ok, de combien vous disposez, comment vous voulez faire, qu'est-ce qui se passe. Mais admettons qu'on ait fait le point sur le budget. Il y a plusieurs cas. Vous possédez déjà une société aux États-Unis ou un compte bancaire aux États-Unis. Bah dans ce cas-là, vous me communiquez vos informations et on mettra l'acquisition de cette société. Et puis après, je passe ces informations à la gestion locative et puis vous encaisserez
vos loyers, vous achetez votre bien via la société, vous encaisserez vos loyers sur le compte préexistant. Le deuxième cas de figure, c'est que vous voulez acheter un bien en nom propre. Vous pouvez l'acheter à votre nom. Et dans ces cas-là, vous ferez simplement un virement international au notaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas vraiment des notaires, ce sont des avocats, mais c'est pareil. C'est-à-dire que un petit peu avant le moment de la vente, vous aurez les coordonnées et le montant exact au centime près à virer, et vous devrez donc lui faire un virement pour vous assurer que celui-ci reçoive les fonds en temps et en heure. Ensuite, il faudra juste demander au comptable une immatriculation personnelle auprès des impôts. Et par contre, vous devrez vous déplacer dans les semaines suivantes pour ouvrir physiquement votre compte bancaire vous-même. Pour être très franc, en plus, beaucoup de banques sont pénibles avec l'ouverture de compte, ils demandent une adresse. Alors éventuellement, vous pouvez communiquer celle du comptable, mais bien souvent, ils demandent un numéro de téléphone américain. Donc je vais être très clair, c'est une solution qui est... en fait, je pense que c'est peut-être 200 transactions là, j'en ai peut-être fait une comme ça. En général, les gens passent systématiquement par la société. Parce qu'il faut savoir aussi que quand vous faites votre virement, vous aurez le montant à virer. Alors, normalement, ils le donnent que 48 heures avant l'achat. Moi, je les ennuie pour l'avoir une bonne semaine avant. Mais vous pouvez pas vous rater. Parce que le virement international au notaire, si mettons vous achetez un appartement à 150 000, déjà, faut faire un dépôt de caution tout de suite qui doit être fait sous 3 jours. Et ça, on peut pas y couper. Donc, en fait, si vous voulez... vous allez devoir faire ce dépôt de caution et celui-là il n'est pas possible de le faire en 48-72 heures. Donc déjà il y a un premier problème là. Alors moi je travaille avec les gens des fois pour essayer de le résoudre, des fois ils m'envoient les fonds, je les retransfère, mais comme c'est une somme de 2, 3, 4 000 $, ça va, mais sur un montant total je peux pas faire ça. Donc le truc c'est que ça c'est une solution un peu pénible et rarement prise, mais en tout cas elle existe, donc je voulais vous la donner, parce que si le jour de la vente, le jour du closing, le notaire n'a pas les fonds entre les mains, le vendeur est capable de vous dire, c'est très bien, moi je garde le dépôt de caution, 2, 3, 4, 5 000 $, je remets en vente et bonne journée. Et il n'y a pas de, oui mais moi je l'ai fait à temps, j'ai demandé au banquier, c'est lui qui a traîné, je comprends pas, ils me disent que c'est parti, parce que cette situation j'ai vécu 1000 fois au départ quand j'ai lancé cette activité il y a bien des années, parce que on passait pas par le système de LLC, etc., pas nécessairement. Ou alors on attendait la dernière minute pour faire des virements et on a un petit peu affiné les choses au fil du temps parce que là c'est dangereux. La dernière solution qui est celle qui est la plus retenue, mais vous faites comme vous voulez, vous ne disposez d'aucun compte bancaire, aucun élément, aucune société, eh bien ce que je vais faire c'est que je vais créer votre société, c'est une, on va dire bien souvent c'est une LLC, immatriculation de la LLC auprès des impôts, donc obtention d'un numéro d'imposition de la LLC. Création de l'operating agreement, ce sont les statuts de votre société, soit vous êtes seul, soit vous êtes deux avec les parts de la société à l'intérieur, ça c'est un document important. L'ouverture de compte professionnel, récupération d'une carte de débit, je vous l'envoie à l'international chez vous. Donc en fait l'ouverture de compte se fait sans vous, etc. Il faudra quand même idéalement passer à un moment donné, mais vous pouvez passer des mois ou même 1 ou 2 ans plus tard, parce que tant que la banque ne vous a pas vu, elle ne communique pas directement avec vous par email ou par téléphone, mais en tout cas vous êtes les propriétaires du compte puisque ceux de la LLC. Et donc on va utiliser ça pour acheter le bien via la LLC. Ça coûte 1 750 € pour la démarche complète, ouverture, création, etc. D'accord ? Je vais revenir là-dessus après parce que dans le détail, vous verrez, il y a des choses importantes à savoir. La différence entre l'acquisition en LLC et en nom propre, c'est quoi? Si vous achetez via la LLC, si quelqu'un a un accident sur votre propriété, il peut se retourner contre vous. Et là, s'il se retourne contre quelqu'un, c'est la LLC. La LLC, elle possède rien à part le bien en question. Donc c'est une forme de protection juridique. Une seule personne physique peut la constituer. La LLC, elle est transparente fiscalement, elle ne règle pas d'impôts. Et en plus, elle permet davantage de déductions fiscales. Ouverture possible de votre compte en banque à distance. Vous n'avez pas à vous déplacer. Si vous prenez déjà rien que l'avion aller-retour pour aller voir le banquier, il y en a déjà au moins pour 700. Donc finalement, dans les frais, et vous aurez quand même d'autres frais à régler. Facilitation de la gestion locative en cas de travaux, parce qu'on peut les régler depuis le compte de la LLC dès l'acquisition. C'est-à-dire que dès le moment où vous achetez, on peut entamer les travaux. Et là, on va vite, on gagne du temps. Sinon, il faudra attendre un nouveau virement qui va prendre minimum 1 semaine, etc. Virement depuis le compte de la LLC, il est immédiat, que ça soit pour le jour de l'acquisition ou pour le dépôt de caution. C'est-à-dire que votre LLC est créé, vous pouvez faire simplement un apport dessus, mettons 3 000 $. Ces 3 000 $, au moment où on trouve le bien, qu'on le signe, je demande à la banque de faire le versement au notaire des 3 000 $. Le versement est instantané, vous n'avez aucune pression là-dessus.
Et enfin, le jour de l'acquisition, soit vous passez, vous envoyez les fonds sur le compte de la société, on fait pareil, soit vous les renvoyez directement au notaire, mais encore une fois, c'est plus facile de le faire via la LLC. C'est un processus que je peux revoir avec chacun d'entre vous en aparté, il n'y a pas de souci, si jamais c'est pas très clair. Alors, là, vous pouvez faire l'acquisition en nom propre, mais là, par contre, si vous avez une poursuite, eh bien, tous vos biens personnels sont sujets à la poursuite, mais bien sûr, vous pouvez prendre une assurance, mais qui vous coûtera de l'argent dans tous les cas. Au moment de l'achat, vous avez, je vous l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité de mettre la somme entre les mains du notaire pour le jour de l'acquisition. Les retards de traitement bancaire ne peuvent pas vous excuser, vous avez le risque de la perte de la caution, et les virements depuis les plateformes en ligne ne sont pas acceptés. Je m'explique. Certains d'entre vous pourraient se dire « Oh, moi, j'ai pas de souci parce qu'effectivement, je sais qu'un virement bancaire international vers les États-Unis prend généralement une semaine. » Moi, je vous dirais entre parenthèses quand il se plante pas, parce que le pire que j'ai vécu, c'est 28 jours et l'argent est revenu. Ça m'est arrivé à titre perso et c'est arrivé aussi à une cliente qui, je pense, s'en souvient bien. Et je crois qu'elle était en ligne il y a pas longtemps. Ensuite, vous avez voilà le fait que certains vont se dire « Mais moi, je vais faire un virement via une plateforme type Wise. » Wise qui était avant TransferWise ou d'autres types de plateformes. Parce que ces virements-là sont des virements électroniques, ce qu'on appelle des virements ACH, et donc c'est rapide. Petit problème, les comptes des notaires sur lesquels, les comptes des avocats qui font office de notaire, qui sont ceux qui vont réceptionner les fonds, ce sont des comptes séquestres, ça s'appelle en anglais escrow account, ne sont pas compatibles avec les virements électroniques. Vous ne pouvez pas faire ça. Certains, par le passé, ne m'ont pas écouté en me disant « Hey Fabrice, j'ai fait le virement, ça a marché, hein. L'argent est parti. » Et je dis, ok, eh ben, tu me rappelleras quand il sera revenu. Et en fait, 2, 3, 4, 5 jours plus tard, pour être sûr, boum, l'argent va vous revenir parce que ces comptes séquestres ne sont pas compatibles. Ce virement, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'était un virement traditionnel où il faut aller à la banque. Et la banque, elle vous fait remplir un formulaire. Et puis, vous savez très bien que le formulaire, en général, il est faxé à un service international. Et puis, si vous y allez le jeudi, pour peu que le gars il soit un petit peu occupé, ben, il partira pas avant le vendredi. Mais sauf que le samedi, dimanche, c'est fermé. Et puis, il y a des agences sont fermées le lundi. Puis, finalement, le mardi, c'est toujours pas parti. Puis, les fonds, ils sont débités une semaine plus tard. Donc, faites attention. Si vous choisissez une option de virement, vous avez intérêt d'être très proactif, d'être vraiment sur les fesses de votre banquier, de pas le lâcher et de vérifier que les fonds ont bien été débités. Et beaucoup ont eu des problèmes. En cas de nécessité de travaux ou d'intervention sur le bien, ben, vous devez vous débrouiller avec le prestataire parce qu'on n'a pas accès au compte pour pouvoir dire voilà, régler ceci, régler cela. Aucun frais du coup sur cette version-là, donc ça c'est l'avantage de ne pas payer, sauf qu'il faudra quand même vous déplacer, donc il y a quand même les frais d'avion, puis d'hôtel, etc. Bon, si vous venez en profiter pour des vacances, tant mieux. Mais l'ouverture de compte, elle est impossible à distance, il faut le savoir. Il faut bien savoir que n'imaginez pas ouvrir un compte à distance aux États-Unis, ça marchera pas. Alors voilà, j'ai bien compris le compte, les intérêts, etc. Comment ça fonctionne pour acquérir un bien. Alors, vous allez me dire, voilà, moi j'ai un budget de temps. On reviendra après, pour ceux qui songent à un financement, j'y viens après. On part du principe que vous avez les fonds disponibles, ce qui est souvent le cas des investisseurs aux États-Unis. Bref. Vous allez me dire, voilà, moi je dispose de temps. Fonction de votre budget, clairement, ça va directement nous donner le type de bien que vous pouvez acheter. Si vous me dites 150 000 $, c'est forcément un appartement 2 chambres. Si vous me dites 250 000 $, c'est un 2 chambres ou un 3 chambres. Si vous me dites 400 000, ça peut être une maison. Si vous me dites 500 000, ça peut être une maison avec piscine. Voilà. Donc, le montant que vous avez à investir va clairement définir le type de bien auquel vous pouvez prétendre. En général, je fais la recherche, mais moi, ce que j'aime, c'est que vous soyez partie prenante de la chose. C'est pour ça que vous pouvez me contacter dès à présent, m'envoyer un petit message. Je vous ouvre gratuitement un portail qui est lié à ma licence professionnelle d'agent. Il est mis à jour toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre sur des sites comme Zillow, Realtor, etc. Et vous pouvez faire vos propres recherches de biens. Vous avez accès à 100% du marché. Si vous passez par moi et que je vous donne le portail, bon, déjà c'est gratuit. Mais en fait, je vais pouvoir paramétrer ce que vous recherchez. Parce que à chaque fois que vous irez sur la plateforme, il faudra vous créer un système pour vous renvoyer. Là, l'avantage, c'est que ça vous dit à chaque fois qu'il y a un nouveau bien qui arrive, à chaque fois qu'il y a un nouveau bien qui revient, à chaque fois qu'il y a une baisse de prix, vous êtes tenu au courant. Ça vous envoie des alertes. Je peux dessiner sur la carte, je peux vous définir une zone, etc. Vous avez à 100% du marché et ça va beaucoup plus vite que sur les plateformes en ligne. C'est mis à jour constamment. Je vous fais un petit exemple. Quand je vous crée un portail, ça donne ça. Vous allez avoir plusieurs présentations possibles. Hein. Mais là, par exemple, je suis sur un portail appartement de chambre. Vous allez avoir les produits sur la gauche. Alors, vous trouverez le prix, l'adresse, le numéro du listing, les caractéristiques. Donc là, on voit 2 chambres, 2 salles de bain, 1060 pieds carrés.
on a le numéro de listing qui est là, on a l'adresse qui est là, 239 999. Alors, condominium, hein, condominium, condo, donc les appartements, d'accord. Là, par exemple, vous avez des petites mentions, back on market, il est revenu sur le marché, new listing, il vient d'arriver. Alors là, par exemple, ça, par exemple, c'est un bien, vous voyez, c'est typiquement le genre de bien qui m'intéresse, ça. 180 000 $. Pour l'exemple, Gandhi Boulevard, c'est extrêmement bien placé, c'est central, ça fait à peu près 80 mètres carrés. Il y a 473 $, on va en parler tout à l'heure de ça, hein, de frais de copropriété mensuels, parce que bien souvent, ça a beaucoup de prestations, dont la piscine, etc., etc. Donc vous avez, quand vous cliquez dessus, toutes les, voilà, vous voyez la piscine, les photos du bien, et cette copro, je la connais, c'est le Windjammer. Je pense que c'est ça. Donc là, vous avez les photos du bien. Bref, vous avez tout. Donc, vous avez le tarif, etc., etc., etc. Les détails de la propriété, les écoles qui sont liées, etc. Mais pour ça, je peux vous renseigner. Donc, vous avez la carte. Vous pouvez, par exemple, si vous le souhaitez, hop, mettre un petit cœur pour dire... Alors, moi, là, c'est un de mes portails perso, donc ça m'espère bien. Vous pouvez cliquer, ça va mettre le petit cœur. Vous pouvez maintenant, ça, j'aime pas. Vous pouvez faire des choses. Vous pouvez même vous amuser à dire, ah non, mais moi, je veux pas aller jusqu'à là-bas. Moi, ce que je veux, c'est ici. Vous pouvez dessiner sur la carte, hop, ça va restreindre à ici. Vous vous dire, voilà, il y en a 23, hop, ça va zoomer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez rien casser. Le portail, il vous est propre, il vous est personnel. Vous pouvez vous amuser avec ça. Et moi, j'aime bien que les gens expérimente ça et s'amuse avec, parce que même si c'est moi qui trouve le bien, parce que faut connaître le marché pour être sûr d'avoir la bonne rentabilité, parce que vous ne saurez pas si celui-là il peut être loué 1008, si celui-là il peut être loué 1005. Moi je saurais, je pourrais même vous le prouver. Mais c'est bien parce que comme ça vous vous rendez compte du niveau de prestation par rapport au niveau de prix. Donc moi j'aime bien que vous puissiez jouer, et puis on sait jamais, vous pourriez être séduit par certaines photos, et puis vous pourriez avoir la chance, ça arrive des fois, de tomber sur un bien qui en plus est rentable et qui vous plairait. Donc vous me contactez, vous me dites voilà, moi j'aimerais bien un bien, il faut m'envoyer votre prénom, votre nom, votre adresse email, et puis je vous crée un portail, et puis vous vous amusez avec, vous avez accès à 100% du marché. Tous les biens que vous voyez là ne sont pas forcément mes biens à vendre, hein. Moi j'en ai un ou deux, mais là c'est des agents immobiliers, on partage ici, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, donc je peux vous le faire pour un appartement 2 chambres, un 3 chambres, une maison, etc., etc. Donc pas de souci. Allez, je referme ça, je pense que vous avez compris. Donc on fait de la recherche, on sélectionne des offres. Une fois que ça vous plaît, eh bien c'est simple. Moi, ce que je vais faire, c'est que si sur le papier ça vous plaît, on a vu les photos à l'instant, hein, d'un appartement, je vais m'y rendre. Je vais m'y rendre et je vais vous faire des photos et des vidéos en haute définition, et je fais mes petits commentaires. Vous le savez, j'en fais beaucoup, j'en ai longtemps fait sur Facebook, où je fais participer tout le monde. Mais dans tous les cas, j'enregistre toujours une vidéo aussi pour le client en question, qui est à part, où je fais des petits commentaires. Faisant, voilà, attention, j'ai vu ci, attention, j'ai vu ça. Je pense que c'est bien. Je vous filme également le quartier, l'environnement et la copropriété. Donc, c'est comme si vous y étiez. Parce que c'est vrai que la quasi-totalité des clients que j'ai servis, au fil du temps, ne se sont pas déplacés. Vous ne vivrez pas dans le logement. Donc, vous pouvez venir, hein, il n'y a aucun problème. Simplement, je ne peux pas vous garantir que si vous venez une semaine, on trouvera le bien pendant cette semaine-là. On peut avoir de la chance et on peut tomber sur quelque chose de très bien. Et s'il n'y a rien, je vais pas vous dire achète ça si ça me semble pas cohérent, et si la rentabilité est pas au rendez-vous. Je vous dis bah non, cette semaine il n'y a rien, il faut attendre. Donc, je peux pas vous le garantir. Vous pourriez faire un déplacement dans le vide, en même temps ça vous fera des vacances, mais c'est à vous de décider. Alors une fois que j'ai fait ma visite, si ça vous plaît, eh ben on fait une offre, on négocie et on voit ce que ça donne. L'avantage de ce marché-là, c'est que depuis des années, on n'arrivait plus à négocier. Les gens faisaient de la surenchère. Là maintenant, on peut vraiment négocier. Donc là, vous pouvez taper sur un appartement, une maison. Bah, je peux pas vous donner un terme de pourcentage, ça dépend vraiment du bien, mais j'ai envie de dire déjà même avant la montée des prix et le Covid-19, je dirais que 2-3% c'était compliqué à avoir. On arrive à les avoir parce que c'était du cash, mais on va dire 7 ans en arrière, oui, avec du cash, dans le meilleur des cas, on arrivait à taper 3 à 5%. Là, sur certains biens, comme le marché est plus compliqué, que les taux sont hyper élevés, les gens n'achètent pas non plus, et les gens ne vendent pas beaucoup, mais c'est dur de vendre, on peut en négocier. Les 5%, on peut souvent les choper, et des fois, on peut attraper plus. Donc ça, c'est intéressant, et ça va être aussi une bonne chose à retenir pour les exemples que je vais vous montrer tout à l'heure sur la rentabilité qu'on peut avoir. Alors, si le gars accepte, bon, ben tant mieux. En moyenne, si on est en cash sur 15 jours. L'achat se fait sous 15 jours. Donc là, faut tout de suite enquiller, on fait le dépôt de caution, etc. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui achète à crédit ici, en moyenne, ça met 30-35 jours. Donc on peut pas dire, voilà,
Moi, je peux pas dire à un vendeur, j'ai un de mes clients international, un Français ou un Belge ou un Canadien, peu importe, qui est preneur de votre bien en cash, votre appartement à 150 000 euros, l'équivalent. Par contre, il va acheter dans 35-40 jours. Il a aucun intérêt à faire ça. Le cash, c'est bien pour faire une négociation de prix et le faire baisser, mais si en même temps vous lui collez un délai équivalent à la période d'achat traditionnelle d'un Américain, ça va moins l'intéresser. Le versement immédiat d'un dépôt de caution, je dirais en moyenne 1%. Donc en moyenne 1%, 2%, ça dépend du cas de figure aussi, je vous guide. Donc on fait un dépôt de caution, c'est détenu sur un compte séquestre, on en a parlé tout à l'heure, le escrow account, détenu par le notaire, le fameux avocat, et il est inaccessible à quiconque. Je n'ai pas accès à cet argent, le vendeur n'a pas accès à cet argent, et ce dépôt il est 100% remboursable en cas de désistement, et sans aucune justification. Vous dites juste, j'en veux plus, et c'est fini. Là, ce qu'on fait, c'est que moi, je missionne une personne pour aller faire une inspection du bien. Donc, la personne va analyser plomberie, électricité, toiture, climatisation, etc., etc. Alors, je dirais en moyenne 450 $. Ça sera moins cher sur un appartement. Mais voilà, c'est une personne qui est indépendante, certifiée et autonome. Elle dépend pas de moi, elle est pas mon amie et vous pouvez prendre qui vous voulez si vous avez quelqu'un d'autre. Donc, l'ensemble de la propriété va être analysé. Et là, si on trouve des problèmes, alors des problèmes, je vous le dis, on en trouve tout le temps. Parce que l'inspecteur, son but, c'est quand même de mettre des choses dans le rapport. Parce que s'il y va, qu'il se déplace et qu'il met rien dedans, à un moment donné, il va se dire, ok, moi j'ai servi à rien, je peux pas dire tout est bon, puis il doit se couvrir aussi. Donc le moindre petit truc, il va mettre des défauts esthétiques, il va mettre plein de choses. Donc ça, si vous voulez, il faut en prendre et en laisser. Tout ce qui est esthétique, il y a une section amélioration aussi. On n'achète pas un bien flambant neuf. Donc il faut être conscient que voilà, on a des choses qu'on aura vues pendant l'inspection. Donc ça donne pas lieu à renégociation et je vous encourage pas à vous désister pour ça parce que même sur des maisons à millions, il y a toujours des défauts et des choses trouvées. Par contre, si on trouve quelque chose de majeur, de l'électricité, de la plomberie, problème de toiture, alors là, soit on se désiste, soit on renégocie. Moi, si on tombe sur une toiture qui a 14 ans, parce qu'en moyenne elles sont données par 15 ans pour les couvreurs, mais elles font souvent 20 ans, on se dit ça va, mais ça peut faire encore quelques années, au moment où on fait notre offre, on en tient compte, mais sans plus, et qu'on refait une visite et que l'inspecteur nous dit ah là par contre, elle a déjà une fuite là et là, on sait qu'on va devoir changer la toiture, je vous dis bon bah ok, là faut négocier un peu plus, et on y retourne, au cas par cas. Donc là, une fois qu'on a passé cette dernière étape d'entente, virement du solde au notaire. Encore une fois, s'il est sur le compte de l'entreprise, j'ai juste moi à faire la demande à la banque et ce sera viré instantanément. Et ensuite, à partir de là, je sollicite quelques courtiers, je vous mets en copie, je vous aide pour tout ça dès le début. Donc votre bien, pour qu'il soit assuré dès le jour de l'achat. Finalement, le jour de la vente arrive, moi le jour de l'achat j'y vais, je m'y rends, je refais une petite vidéo intérieur-extérieur. Le but c'est plus de renégocier quoi que ce soit, c'est simplement de m'assurer que le bien est toujours dans le même état qu'au moment où on est venu faire notre première visite et qu'on avait décidé de l'acheter. Que le gars a pas fait un trou dans les murs, qu'il a pas flambé, qu'il a pas été... Bref, peu importe, que rien n'a changé. Et si on avait renégocié à l'étape de l'inspection des réparations, parce qu'on peut aussi renégocier, quand je dis renégocier, ça peut être un terme de prix, mais ça peut être aussi en termes de réparation. On peut signer des documents qui engagent le vendeur à réparer certaines choses par des professionnels. Et dans ce cas-là, il devra, pour ce jour-là, nous fournir les factures. Et enfin, eh bien là, c'est le passage chez le notaire. Vous signez les documents de façon électronique, c'est un email, vous faites des clics et vous devenez propriétaire. D'accord ? Si vous êtes, le jour où vous êtes vendeur, il y a des petites différences. On peut aussi le faire en électronique, mais là, il faudra qu'on fasse une session avec un notaire qui pourra vous authentifier, ainsi que moi-même qui vous connaîtrai, pour pouvoir vous authentifier. Ça change un petit peu la donne. Et cette fois, vous êtes responsable des frais de vente et on va dire surtout des commissions des agents. En tant qu'acheteur, vous n'avez pas ces frais-là. Alors, j'ai acheté mon bien, c'est bien, je suis content, je suis propriétaire, mais comment ça se passe ensuite ? Bah c'est simple, la gestion locative. La gestion locative, elle est disponible depuis des années parce qu'il nous fallait forcément une solution clé en main. Alors, aux États-Unis, d'une manière générale, la gestion locative, c'est property management. Vous aurez différents types de frais, des frais tous les mois, des frais quand il faut renouveler un bail ou si il faut faire entrer de nouveaux locataires. En général, ces frais ressemblent à quoi ? En général, la plupart des agences de gestion locative, de property management, vous demandent 10% de votre loyer. Donc si vous avez un loyer à 1500, ils vous prennent, et ça va vite souvent comme ça,
150 $. Plus vous avez un bien important, et donc un loyer important, si vous avez une maison qui est louée 3000, ben là ils vont vous prendre 300 par mois. Et en plus, ils vont vous prendre de l'argent quand vous allez chercher un nouveau locataire. Alors là, c'est très variable. Les pires peuvent aller jusqu'à un mois de loyer, mais parce qu'ils vont vous expliquer qu'ils mettent un panneau à louer, il faut faire des visites, ils vont diffuser sur les sites. Ils font également un background, c'est vrai. Ils vérifient si les potentiels locataires ont un historique qui est mauvais, criminel qui est mauvais, ou un historique de crédit qui est mauvais. Donc ils vont tout vérifier. Donc c'est vrai que c'est un service qui se paie, mais ça peut aller assez loin. Et le renouvellement de bail qui peut être de 250 à 500 $. Ça, c'est ce qui se pratique en moyenne. Et ensuite, vous avez mon partenaire historique. Vous le connaissez si vous suivez mes vidéos depuis des années, Chante, dont l'entreprise est 10 Stars Property Management. Faites un petit clic, vous pouvez le retrouver ici à 10starshome.com. Ok? Vous pouvez vous balader sur son site, il est très bien fait, ils sont très bien notés. D'accord? Vous pouvez tout type de section, les frais, voilà, il vous explique, il vous l'indique, vous n'êtes pas bloqué dans un contrat, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, il n'y a pas de surcharge, il n'y a pas de frais cachés, etc. C'est un système qui marche extrêmement bien. Ils ont aujourd'hui, je crois, quelque chose comme 1000 biens en gestion locative, c'est devenu une entreprise très importante. Donc le système a forcément marché, bien entendu. Pourquoi? La raison est simple. 49 $ par mois. Ça, je vous l'avais annoncé il y a à peu près 7 ans. Quand vous avez vu ça, tout le monde est devenu fou. On a dû refuser des clients aussi. On ne pouvait pas servir tout le monde parce qu'à un moment donné, c'est compliqué. 49 $ par mois, quel que soit le type de bien. J'ai envie de dire, c'est malade. C'est-à-dire que même si vous avez un appartement qui est loué 1500 $ par mois, eh bien, 1500 $ par mois, normalement, avec une enseigne classique, vous allez payer 150. Là, vous payez le tiers. Si c'est une maison, au lieu de 300, payez 49. Je peux vous dire que le jour où on a basculé là-dessus, moi, je me souviens d'une cliente qui nous a appelé, et je pense qu'elle se reconnaîtra si elle écoute la vidéo, elle était euphorique. Elle possédait plusieurs maisons, imaginez. Et quand on lui a dit qu'elle passait de 10% à 49 $ par mois, elle était euphorique au téléphone. 49 $ par mois, prix fixe, quel que soit le type de bien, c'est juste fou. Alors après, bien sûr, on ne vous cache rien, c'est le prix traditionnel intégré. Il y a un ou deux autres frais supplémentaires, c'est-à-dire que vous avez les 49 par mois, et vous avez ensuite 499 $ une fois dans l'année s'il faut renouveler le locataire, ou 499 $ s'il faut le mettre en place. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une fois 499 au moment où il faut changer, renouveler, etc. Et vous avez une fois 99 si il faut renouveler. Donc 499 l'un ou l'autre, plus 49. C'est-à-dire que, petite précision, la toute première année, en guise de petit cadeau, vous avez un 100 $, c'est-à-dire que la mise en place du nouveau locataire, la première fois, elle coûte 399 $ et non pas 499. C'est-à-dire que la première année, les 49 par mois plus les 399, ça vous coûte 987 $ la gestion locative à l'année. Et puis ensuite, ça vous coûtera 1087. Donc là, vous avez un petit peu le détail entre à gauche ce que fait Chante chez 10 Stars et à droite les offres concurrentes du marché. Vous avez 399 $ la première année, puis 999 à la mise en place d'un nouveau locataire. Là, souvent, c'est un mois de loyer. Vous avez le renouvellement. Alors, beaucoup de boîtes font 250, pour être honnête. Là, il est à 500. Mais ensuite, après les frais mensuels, il est à 49. Et là, vous avez 10%. Et là où ça devient très très intéressant, c'est qu'en fait, il n'est pas qu'un gestionnaire locatif. À la base, son métier, c'est général contractor, c'est-à-dire qu'il représente tous les métiers, tous les corps de métier du bâtiment et de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en interne, ils sont capables de vous retaper une maison ou un appartement du sol jusqu'au plafond. Et si vous me suivez depuis des années, vous avez vu de très très nombreux projets en vidéo là-dessus, que ce soit des appartements à petit prix et des maisons à millions de dollars au bord de l'eau. La dernière en date à quelques mois, peut-être 2-3 mois où j'ai posté des vidéos, une réno à 1 million, c'est-à-dire qu'ils savent tout faire. Donc en fait, tout est géré en interne. Ça veut dire que, comme ils gèrent la maintenance en interne, ils vous facturent pas parce que c'est eux qui le font, alors qu'une boîte de gestion locative, elle fait que de la gestion locative, elle va chercher un intervenant, un prestataire extérieur. Souvent, ils ont une liste avec lesquels ils travaillent, mais du coup, ils vous facturent 10% de la facture. Ça veut dire aussi que là, comme c'est 10 Stars qui gère le problème, ils mettent souvent 24 à 48 heures pour le gérer, alors qu'à l'étranger, eh bien, on va dire à l'extérieur, à la concurrence, vous avez plusieurs jours. La communication, un gros avantage,
Elle se fait en anglais, en français, elle peut même se faire dans d'autres langues, ils parlent d'autres langues au bureau, mais majoritairement chez les autres, c'est de l'anglais surtout et un peu d'espagnol. Là, vous avez la possibilité de communiquer en français. C'est quand même relativement confortable. Beaucoup d'emails que vous recevrez, qui sont des emails automatiques ou des gens qui traitent de la boîte avec certaines choses, des facturations, des loyers, ou en cas de problème, vous recevrez un email en anglais, mais vous aurez toujours la possibilité de vous adresser à un francophone. Vous avez une traçabilité absolument parfaite puisqu'il vous crée un portail d'accès avec un numéro, avec un login et un password, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et donc, vous pourrez voir où vous en êtes, s'ils ont bien payé leur loyer, ce qui vous a été versé. Si à un moment donné, il y a un problème X, Y ou Z, qu'il y a eu un toilette qui était bouchée, qu'ils ont dû intervenir, qu'il y a eu une facture de X, vous le verrez. Vous verrez que ça a été demandé, parce que vous verrez si c'est le locataire qui l'a demandé, qu'est-ce qui s'est passé, Donc, clairement, quand vous voyez ça au niveau des frais, dans le cas là, vous avez des profits qui explosent. Et clairement, il suffit de prendre un exemple. Vous prenez un appartement qui est loué 1500 $ par mois. Ça va vous coûter 1087 $ par an, on l'a dit au début, hein, les 499 plus 12 fois 49, 1087 $ par an pour votre gestion locative. Et encore, la première année, c'est 987. Mais bref. Et chez quelqu'un d'autre, avec ces choses-là en vigueur, pour le même service, et encore, moi je dirais même un service qui est moins bon puisqu'il gère pas tout en interne et il parle pas le français, pour le même service, 3300. Si vous louez une maison à 2200 par mois, on est toujours à 1087 chez Chant et 10 Stars. Et de l'autre côté, on passe à 4840. Clairement, on voit que on est minimum 3 fois plus cher à la concurrence, voire presque 5 fois dans le cas de très beaux biens. C'est une économie substantielle. Dans le premier cas, vous mettez 2213 $ dans l'année dans votre poche en plus, et dans le deuxième cas, vous mettez 3753 $ dans votre poche en plus. C'est énorme, et c'est pour ça que ça marche très bien, et que j'ai de la chance que Chant est un ami, et on a démarré ensemble ce partenariat qui est moral. Je n'ai pas de part financière avec lui, mais si vous voulez, sinon je serai obligé de vous le dire légalement, il prend mes clients en priorité, et ça c'est très appréciable. Parce que il en refuse aussi du fait qu'ils doivent continuer à grossir, mais progressivement. Alors, maintenant, d'autres petites questions. La question qui fâche. Ok, j'ai compris comment ça marche, j'ai compris combien je paie de la gestion locative, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux que j'achète alors? Un condo, c'est-à-dire un appartement dans une résidence. Townhouse, c'est un mot que vous pourriez voir, ce sont grossièrement des appartements sur 2 niveaux. C'est un petit peu comme des petites maisons mitoyennes qui sont toujours dans des résidences. Ou une maison individuelle. Et si tel est le cas, à quel prix? Eh bien, avant de répondre à ça, je vous dirais que si j'achète un condo, c'est-à-dire un condominium, il y a des HOA fees, des frais de copropriété, Homeowner Association Fees, c'est des frais de copropriété avec l'appartement. Et on a tendance à se dire, en tant qu'étranger, quand on n'a pas l'habitude, je m'en souviens, il y a longtemps pour moi en arrière, je me faisais la réflexion de dire, waouh, c'est cher. Là, tout à l'heure, on était sur un appartement qui était en vente à 180 000 $. Et si ma mémoire est bonne, les frais de copropriété étaient, je crois, à 471 $ par mois, ce qui est une somme énorme. Oui, sauf que, on pourrait se dire que c'est énorme, mais, première chose, il faut savoir qu'ici, il y a un niveau de prestation qui est impensable, là, plutôt de temps par rapport à l'Europe. C'est-à-dire que quasiment toutes les copropriétés sont équipées au moins d'une piscine, voire piscine jacuzzi, de terrain de tennis et parfois de salle de sport. Dans ces frais-là, vous avez l'assurance des murs, bien souvent, l'assurance de la toiture de votre appartement. Vous avez également l'entretien des espaces verts. Parfois, ça comprend aussi, par exemple, l'eau, ou même parfois même de l'Internet. Mais bon, ça, c'est un peu plus rare. Donc, ça, c'est la première chose, toutes ces prestations. Il y a aussi, parfois, ce qu'on appelle des clubhouses qui possèdent des billards et autres jeux. C'est-à-dire qu'il y a un service, un vrai sens du service. Et c'est aussi pour ça que vous allez attirer de nombreux locataires, parce que l'Américain est très friand de ce genre de prestations, parce qu'il a tout sur place, et en plus, il n'a aucun entretien à réaliser lui-même. Dans sa tête, ça c'est un clubhouse que je connais, avec le billard, etc. et des jeux. Dans sa tête, en plus, c'est bien, c'est le propriétaire qui paie, mais soyons clairs, tout ça est intégré dans le prix du loyer par tous les propriétaires. C'est pour ça que même sur des appartements, vous avez des loyers très élevés. Et on va voir l'exemple. Alors, les installations sont entretenues de façon hebdomadaire. Il y a aussi nettoyage, tonte des pelouses, je vous en ai parlé. Les espaces verts, voilà, je vous en ai parlé.
Il y a parfois de la sécurité qui peut même être présente toute la nuit. Vous avez même des fois des copropriétés fermées avec des portes, des grillages, qu'on appelle gated community. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même sur le secteur. En général, c'est très propre. Pas un papier ne traîne. Les arbres sont taillés de façon impeccable. Tout est au cordeau. Alors, au final, vous pouvez pas vraiment voir ça comme une charge supplémentaire parce que ces charges, vous allez les intégrer directement à votre loyer. On sait qu'il y a 471 $ de charges. Souvent, sur un petit appartement à 150 000, on va avoir un loyer au moins de 1500. Si vous avez un appartement à 150 000 et un loyer de 1500, c'est bien parce que on y a ajouté quelque chose de conséquent à l'intérieur. C'est un faux problème. Je vais vous donner un exemple après. Alors, est-ce qu'il vaut mieux une maison ou un condo? Sincèrement, ça dépend du profil de chacun. Le pourcentage de rentabilité, il est en général semblable. On arrive au même seuil de rentabilité en proportion. La maison, elle est au moins 2 fois plus coûteuse, mais son equity, elle montera plus. Ça, c'est ce que j'ai pu constater au fil du temps. C'est-à-dire que les gens qui m'ont acheté des appartements ces dernières années ont vu leur valeur progresser fortement, mais celle des maisons a progressé davantage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve que dans les appartements, il y a un certain palier. On atteint un palier. Il y a une chose aussi, c'est que les frais de copropriété ils peuvent varier à la hausse avec le temps, parce que vous avez une association de copropriétaires dont vous ferez partie, vous serez même invité à voter à distance, mais si à un moment donné, ils votent la réfection de quelque chose, le remplacement de quelque chose et que le budget supplémentaire est payé, ces frais peuvent évoluer. Donc, il y a, à mon avis, 2 investissements valables ici. Je dirais que quand on peut se permettre, c'est surtout ça. La maison individuelle me semble le meilleur choix parce qu'on n'a pas de frais de copro qui peuvent varier. Donc la rentabilité pourrait être impactée quand au fil du temps, quand ça varie. Voilà, je dirais que c'est un peu plus souple. On est obligé de demander l'autorisation. On doit demander l'autorisation dans les copropriétés pour remplacer une fenêtre, etc. Ou une certaine couleur. On peut pas faire ce qu'on veut. Mais sincèrement, en termes de rentabilité, voilà. Alors après, à définir, fonction du cas, si vous préférez sur un même budget avoir une maison à 500 000 ou 2 appartements à 250 000, c'est à voir, fonction du cas. Mais ça, on peut en parler de façon individuelle, fonction de votre profil. Est-ce que vous avez l'intention de faire? Ça peut aussi faire changer les décisions. Alors, l'imposition, je vous en ai parlé rapidement, vers toujours plus de rentabilité, puisque je vous l'ai dit au début, c'est un poste important l'imposition, mais c'est surtout le cas en France. Parce que vous allez pouvoir déduire de vos frais ce que vous avez payé de vos revenus, bien entendu, ce que vous avez payé en termes de frais de copropriété. Vous allez pouvoir déduire la taxe de propriété. Je vais vous expliquer tout ce qu'il y a comme frais, hein, avec un tableau et tout. La taxe de propriété. Vous allez pouvoir déduire la gestion locative, bien entendu. Et il y a un abattement automatique. Il y a ensuite la possibilité de réduire des réparations, des améliorations si vous en avez faites. Vous allez pouvoir déduire l'eau, l'électricité, le téléphone si vous en avez eu. Vous allez pouvoir déduire un certain nombre de choses, potentiellement avoir avec votre comptable, fonction du cas de figure, une voiture de location, l'hôtel ou un billet d'avion par an si vous êtes en société. C'est aussi un des avantages de la société. Donc, il y a beaucoup de déductions. Au global, en général, on ne paie pas ou très peu d'impôts, surtout la première année, et car il n'y a pas de plafond de déduction contrairement à la France. Et ce qui est même intéressant, c'est qu'avec tous les abattements possibles et les déductions automatiques auxquelles on a droit, eh bien, si ces déductions vous amènent à faire de la dette, celle-ci, elle est reportable pendant des années après la revente même lors de la revente du bien. Donc ça, c'est intéressant et c'est ce qui fait que beaucoup choisissent cette solution. Je m'étends pas plus là-dessus. Je ne suis pas comptable. Je voulais juste vous donner les pistes et la réflexion qu'il y avait derrière. Là, je vous montre un exemple concret. Ça, c'est un investissement locatif que j'ai publié. On le voit en haut, là. Hein, on le voit, je l'ai publié le 19 décembre à 3h57 de l'après-midi. Moi, je vais sélectionner, quand je les vois, les meilleures offres que je puisse identifier dans le marché, fonction des secteurs et des loyers. Ça, c'est un appartement, 3 chambres, 2 salles de bain et demi. Alors, pourquoi 2 salles de bain et demi? Parce qu'à partir du moment où il y a un toilette, un lavabo et qu'il n'y a pas forcément de douche ou de baignoire, on considère ça comme une demi-salle de bain. Donc il y a 3 chambres, 2 salles de bain complètes plus une demi-salle de bain, sur une superficie de 130 mètres carrés. Sur ce secteur et dans cette copropriété, le loyer moyen est de 2500 $ par mois. Alors oui, certes, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez des frais importants tous les mois, en termes de charges, 571, mais vous facturez à vos locataires 2500.
C'est-à-dire que là, on est à près de 2000 $ de loyer déjà, on va dire, une fois charge déduite. On a 1929 $ de loyer charge déduite. Donc c'est 1929 $ sur l'année, ça fait 23 148 $ à encaisser, soit 10,1%. Maintenant, vous allez toucher donc 23 148 puisque vous aurez automatiquement payé vos frais de copro. Maintenant, il est évident que ça, c'est pas ce que vous mettez directement dans votre poche, sinon ce serait trop beau. On est à 10,1% de rentabilité brute, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas bien le système, que on est sur un appartement qui était à, je l'ai mis en euros là, mais quand vous cliquiez sur l'annonce, vous aviez le prix en dollars, c'est 229 900, 230 000 $, et on est à 23 000. Donc on est à 10,1%, c'est-à-dire que vous récupérez 10% de ce que vous avez investi chaque année sur cette somme-là, mais en brut, parce qu'après, bien entendu, vous allez devoir payer. Alors, là, je les ai déjà déduits dans les 23 000, mais les frais de copro, parce que sinon, là, 2500 par 12, vous touchez 30 000. 30 000, vous payez vos charges de copropriété. Donc, il reste 23 148. Après, vous allez payer la gestion locative. On l'a vu tout à l'heure, elle est à 1087 $ par an, la première année 987. Ensuite, vous allez payer une taxe de propriété, une fois dans l'année. Elle paraît au mois de novembre. Et mieux vaut la payer en novembre, sinon après, elle est un peu plus chère. L'assurance du bien, bien sûr, une fois par an. Et vous avez une société, il faut la renouveler auprès de l'État de Floride tous les ans, ainsi que sa domiciliation, ce qui coûte 500 $ par an. Donc, si je prends ce cas concret, ici, on achète un bien 229 900 $. On a 571 $ par mois de frais de copropriété. On a une taxe de propriété qui devrait être environ de 2900 par an, parce que c'est environ 1,4% de la valeur du bien, ça dépend. C'est à peu près autour de ça. L'assurance, c'est une petite estimation, parce qu'encore une fois, ça dépend du bien, d'où il est situé, ta superficie. Mais en gros, sur un bien comme ça, on serait sur 1800. Eh bien, on est toujours au 10,1 de rentabilité brute, mais surtout quand on a déduit tout ça, il reste 7,3% de rentabilité nette. C'est-à-dire que vous investissez 209 000 € et vous récupérez 7,3% net de ces 229 000 chaque année. C'est-à-dire que vous récupérez 1405 $ par mois ou 16 861 $ par an. C'est juste 2,5 fois la rentabilité du livret A en taux, sans limite d'investissement, puisque bien évidemment un livret A, je crois qu'il est limité à 22 000 € ou quelque chose comme ça. Là, on est déjà sur un investissement qui fait 10 fois ça. Vous n'avez aucune limite. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent, vous avez des millions, vous pouvez acheter autant de biens immobiliers que vous voulez, et vous avez une rémunération moyenne dans les 7% net. Bien sûr, certaines années ne se ressemblent pas. À un moment donné, vous pourriez avoir à changer votre climatisation qui va impacter votre résultat cette année-là, et après vous êtes reparti pour 15 ans. Je veux aussi vous dire en toute transparence, comme je l'ai toujours fait au fil des années, que ne vous attendez pas à la qualité des normes de construction qu'il y a en Europe et notamment sur la France ou même au Québec. Ce sont des matériaux qui sont... les normes de construction sont plus basses, les matériaux sont plus simples, et puis le fait de la forte chaleur et de l'humidité fait également beaucoup travailler les matériaux. C'est pour ça qu'il est pas rare qu'il y ait des interventions. En général, ce sont des interventions modérées dont l'entreprise de gestion locative s'occupe. Les locataires ont aussi un vrai sens du service, donc quand c'est bouché, ils vous appellent. Alors si on établit qu'ils ont bouché les toilettes et que c'est de leur faute, ils paieront, vous inquiétez pas, ça ils savent gérer. Mais voilà, vous pourriez avoir à remplacer un frigo à lave-vaisselle parce que toutes les cuisines sont équipées, ça faut l'avoir en tête. Mais de base, sans problème particulier, c'est ce à quoi vous pouvez prétendre sur un bel investissement. Mais là, ce qu'il faut bien retenir, et qui est juste fou, c'est que là, dans l'exemple présent, il n'y a aucune négociation de prix. C'est-à-dire que là, le gars en veut 229 900 $ et on le paye 229 900 $. Et clairement, on va pas faire ça. On va pas lui donner 229 900 $. Dépendamment du cas, de l'opportunité, etc., j'ai envie de dire qu'allez, comme ça de base, je vais proposer 10 000 $ de moins. Et si on refait le calcul avec 10 000 $ de moins, la rentabilité, elle est aussi tout autre. Là, on va remonter sévèrement sur votre bénéfice, votre profit. Donc, on va pas, il y a la négociation en plus qui va intervenir. À chaque fois que je vous poste une annonce, vous avez la négo qui est pas compris dedans parce qu'on peut pas savoir où on va finir en termes de négociation, mais on va négocier. Et la deuxième chose, je vous en ai parlé tout au long de cette vidéo, l'equity. N'oubliez pas qu'en plus de ce que vous allez générer au quotidien, ce que vous allez mettre dans votre poche, la valeur de votre bien immobilier au fil du temps devrait croître, comme c'est le cas depuis 32 ans aux États-Unis, ça a cru dans des proportions malades. Donc, elle va augmenter. Sûrement pas beaucoup l'année à venir,
peut-être modérément encore aussi 2025, mais un petit peu quand même. Je vous ai parlé déjà des progressions. Voilà, c'est aussi une stratégie long terme, mais vous avez la rentabilité immédiate, vous avez la négociation à ajouter en plus, et vous avez l'equity de votre bien, sa valeur intrinsèque qui va monter à prendre en considération, ce qui donne une vraie rentabilité. Parce que quand on est dans l'investissement, et si vous regardez cette vidéo, vous avez plusieurs possibilités d'investissement. Comme moi, et si je continue à investir dans l'immobilier, c'est parce que ça m'a bien servi, bien rendu compte ici dans ce marché, que c'est très rentable, parce que on peut faire des stocks, mais les stocks en réalité, il faut beaucoup de patience, c'est très volatile et très dangereux, de la crypto-monnaie, hein, certains se sont vus fonctionner sur de belles choses, c'est passé du bitcoin de 30 000 à 60 000, puis c'est retombé, etc. On sait jamais, c'est compliqué. Quand vous investissez dans de la pierre, c'est un investissement tangible et c'est sécurisé. Alors, d'ailleurs, pour finir là-dessus, sécurisé, quand vous avez la crise des subprimes en 2008, vous avez des biens, par exemple, moi je sais que j'ai un ami qui avait acheté à l'époque, juste avant que ça tape, il a acheté un appartement à 130 000 $. Boum, la crise est arrivée direct derrière, au plus bas de la crise, 5 ans après, bon déjà c'est pas tombé en 5 semaines, hein, ça a mis 5 ans. 5 ans plus tard, l'appartement valait 36 000 $. De 130, il est passé à 36 000. Il l'a pas vendu, il l'a gardé. Aujourd'hui, l'appartement vaut en moyenne 170 000 $. C'est-à-dire pas vendu, pas perdu. C'est-à-dire que même quand vous avez de la fluctuation, ça sent que c'est un scénario que possiblement on ne reverra. Alors il peut se passer des choses impossibles à prédire comme est arrivé le Covid, mais normalement, potentiellement, avec la sécurisation du système bancaire, c'est plus possible. Donc si vous voulez, le truc c'est que on aura des fluctuations parce que une progression, elle peut pas être linéaire. Hein, si ça évoluera de façon sinusoïdale, mais le marché tendra à aller vers le haut, surtout qu'il y a de plus en plus de monde et que ces gens-là demandent à écloger, qu'il y a de moins en moins de place. Je vous le rappelle, hein, on l'avait vu, hein, en 32 ans, presque 300% d'augmentation. C'est juste fou, quoi. Gardez bien ça en tête en plus de votre rentabilité immédiate. Un investissement immobilier, il se regarde pas non plus à 6, 8 ou 12 mois. Il faut vous prendre un petit peu de temps, surtout que la première année est généralement la moins rentable dans la mesure où, quand on va prendre le bien, on va l'acheter, alors on va le négocier, on va peut-être faire aussi un ou deux petits travaux d'entretien pour le remettre nickel, changer 2-3 petites choses pour être sûr que ça soit durable. Alors, ok. Comment je finance? Soyons clairs, 99% des clients qui ont travaillé avec moi ces dernières années ont fait leur achat en cash. Il y a plein de raisons, c'est parce que la première, c'est que vous allez pouvoir effectivement avoir des frais de notaire qui sont très faibles. On l'a dit, hein, moins de 1%. C'est rapide, ça vous permet de négocier, etc., etc. Et puis c'est pas facile d'obtenir des prêts. Maintenant, il peut y avoir d'autres solutions. Alors, j'ai un apport, mais j'ai pas la somme suffisante. Alors, vous pouvez tenter de financer votre acquisition immobilière aux États-Unis au travers d'une banque française. J'ai un contact pour ça si vous le souhaitez. Vous me demandez, je veux pas disposer son nom comme ça en direct, mais j'ai un contact, vous adressez à moi, je vous le donne. L'avantage, c'est que les taux sont plus bas qu'aux États-Unis. Vous pourrez limiter votre apport, voire ne pas en faire du tout. Et du point de vue des États-Unis, votre achat il sera vu comme un achat en cash, puisque vous aurez fait un emprunt en France, mais au final, ou à l'étranger, en Belgique, peu importe, mais au Québec, il sera pas visible. Donc, vous aurez moins de frais à l'acquisition, et on pourra négocier avec le vendeur, comme si vraiment c'était du cash. Par contre, vous allez devoir apporter une garantie. C'est-à-dire que bien souvent, pardon, excusez-moi, la banque, elle sait qu'elle peut pas avoir un recours sur un bien qui est à l'étranger. Ça veut dire que si la banque en France, elle sait que vous achetez un bien aux États-Unis, déjà, la France a toujours trouvé que les États-Unis étaient un marché risqué, bon, ça me fait un peu rire, mais bon, eh bien, elle va vous demander une garantie. Donc la démarche la plus classique, en général, c'est d'hypothéquer un autre bien, qui soit en France ou dans votre pays d'adoption, votre résidence principale ou autre. Alors, si vous manque une partie de la somme, si vous faites un petit investissement comme un appartement de 2 chambres, par exemple, pour 75 000 $, certains de mes clients ont déjà utilisé, je vous souhaite de vous donner des idées, hein. Certains de mes clients ont déjà utilisé comme levier un prêt personnel, parce que les banques ne posent pas trop de questions sur ce type d'emprunt, c'est le principe, c'est un prêt perso, vous pouvez utiliser un petit peu pour ce que vous voulez. Donc si vous avez peut-être, je vous dis une bêtise, 80 000 € d'apport, mais que vous n'avez pas suffisamment et que vous pouvez peut-être aller voir votre banque pour obtenir un prêt perso et faire le delta pour avoir la partie qui manque pour par exemple un appartement. Ça, c'est une idée. La deuxième idée, c'est si j'ai aucune sécurité à proposer à la banque française, vous pouvez tenter un financement directement aux États-Unis. Comme le bien, il est sur le sol américain, vis-à-vis du prêteur, ce bien est déjà considéré comme une garantie collateral
pour les banques, mais gardez en tête que vous allez devoir faire un apport conséquent. Généralement, c'est minimum 20%, mais ça peut aller bien au-delà, ça peut aller jusqu'à 50%. Attendez-vous à un taux d'intérêt bien plus élevé, on les a vus tout à l'heure, hein, ils sont très forts, surtout en ce moment. Alors ils baisseront, ils ont déjà commencé à baisser, mais quand même. Alors, si vous empruntez encore une fois une partie, ça peut aller aussi, parce que 7% ça peut faire peur, et en même temps, si vous avez l'envie d'acheter, je dis n'importe quoi, encore une fois, un appartement 3 chambres à 200 000 $ ou 220 000 $ et que vous avez 120 000 et que vous faites l'emprunt que sur 100 000, au final, en termes de rentabilité, ça va marcher. C'est sûr que si vous empruntez la totalité de la somme, ça va couvrir tout juste, mais ça fonctionne quand même. Ça va couvrir tout juste. Ça serait une opération, en gros une opération blanche, où cet investissement, il va s'autofinancer. Ce qui est pas mal non plus, parce que ça veut dire que vous serez propriétaire d'un bien aux États-Unis qui s'autofinance. Je vous conseille quand même de garder un petit peu de liquidité, si à un moment donné vous avez un frigo à remplacer, ou voire une climatisation, etc. Sachez que je peux vous mettre en contact avec un courtier en prêt immobilier, francophone, basé ici en Floride. Chers cousins québécois, vous aurez peut-être la possibilité d'emprunter au travers les 3 institutions bancaires canadiennes qui sont présentes aux États-Unis, comme la Desjardins, TD, et puis j'ai oublié la TD Bank de Toronto, et j'ai oublié la dernière, mais vous la connaîtrez certainement mieux que moi. Donc vous avez, vous, en étant nord-américain, cette possibilité en général, parce que vos revenus sont considérés. Donc ça peut être un très fort levier pour vous aussi. Enfin, le cas de figure, si je n'ai aucun apport à mettre en garantie, si je n'ai aucun apport et je n'ai aucun bien à mettre en garantie, pardon, je vais être clair, vous ne pourrez pas mener un projet d'investissement. C'est comme si vous alliez à la banque dans votre pays en disant, voilà, moi j'ai décidé, je vais monter une entreprise, je vais lancer un magasin pour vendre de l'électroménager, ou je vais monter un garage automobile et vendre des voitures. Et vous dites au banquier, par contre, il faut me prêter 100% de la somme. Ça marche pas. À un moment donné, vous allez devoir prouver que vous avez en capacité de mettre de l'argent de côté, que vous avez réussi à faire quelques opérations de votre côté au cours de votre existence, et avoir un apport en disant que vous êtes quelqu'un qui est capable de créer de la valeur. Voilà. Alors, maintenant un cas particulier, parce que ça, vous me l'avez demandé pendant plusieurs années. En fait, ce qui est marrant, c'est que dès que j'ai commencé à faire de l'immobilier ici en Floride, tous ceux qui me contactaient en préambule me demandaient tous à pouvoir faire de la location saisonnière, type Airbnb. Il faut savoir qu'ici, il y a aussi une autre plateforme concurrente qui s'appelle VRBO. Ça passe aussi par Booking et encore d'autres. Alors, vous le savez si vous me suivez, on l'a lancé avec mon partenaire Chant. Alors, c'est encore une fois, c'est lui, c'est sa responsabilité, mais on a créé tout un système où, comme d'habitude, moi, je vais m'occuper de l'achat, l'acquisition, déterminer la rentabilité et le potentiel du bien. On a créé de notre côté une société où mon épouse fait de l'aménagement, de la décoration intérieure, donc on prépare le bien en totalité. Chant fait toujours, on traverse son entreprise de construction cette fois, les rénovations profondes et intenses, et pour remettre le bien parfaitement propre pour la location. Bref, on a monté tout le système, et puis bien entendu est venu se greffer cette gestion locative spécifique qui bien entendu elle n'est pas à 49 $ par mois, parce que ce serait plus, ça serait carrément le Père Noël. Mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Déjà, faut savoir que la gestion locative saisonnière ici, elle marche très très bien. J'avais déjà fait une vidéo à ce propos sur mes propres biens, parce que moi j'en ai. Elle marche très très bien. On va dire que la proximité des plages du Golfe, qui sont réputées ici aux États-Unis comme étant les plages les plus belles du pays, apporte en moyenne 1% net en plus. Et la gestion à moindre coût, vous allez le voir encore une fois de 10 Stars, est un autre levier rémunérateur. Alors comment ça marche? À gauche, vous avez la gestion locative que propose 10 Stars. Cette fois, on est à 10% du chiffre d'affaires hors ménage. Parce que quand vous louez un bien sur Airbnb, je vous dis une bêtise, vous facturez 200 $ la nuit et vous facturez, je vous dis une bêtise, 150 $ le ménage. La personne vous prend 3 jours, ça fait 3 fois 200, 600. Et les ménages, ça fait 150 de plus, ça fait 750. Il va faire 10% sur les 600, uniquement sur les réservations. Donc il ne vous vole pas, il met bien 10% uniquement sur ce qui est réservé. Alors vous voyez, il est au prix
en gestion locative saisonnière de ce que font les autres en annuel, ce qui est complètement fou. Il faut savoir qu'à la concurrence, en moyenne, c'est 20% de votre chiffre d'affaires et plus. Très sincèrement, je serais même tenté de vous dire que c'est plutôt 25%. J'ai vu des boîtes qui exagéraient avec 35%. Et en plus, ils facturent d'autres frais. C'est-à-dire que là, encore une fois, tout est ce qu'on appelle aux États-Unis in-house. C'est-à-dire qu'il a tout installé un système et monté une société qui est dirigée par une autre personne en intérieur, où en fait, on a des gens qui sont dédiés à faire le ménage et une société de nettoyage intégrée dans la société elle-même de gestion locative. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont gérer en autonomie et non pas au travers des prestataires des ménages. Et comme ils le font en autonomie, les prix sont gérés et tenus. Et c'est-à-dire que les locataires, vos guests, vos invités, ceux qui réservent sur Airbnb, quand ils payent $150, chantent avec son entreprise, vous charge $150. Donc vous ne dépensez pas d'argent sur la partie ménage, c'est entièrement couvert par ceux qui viennent louer. À l'extérieur, bien souvent, vous avez une participation moyenne de 25%, 20 à 30%. Alors après, il s'est permis de mettre $49 parce que c'est un peu sa marque de fabrique par mois, fixe, quoi qu'il arrive. Bon, les autres n'en mettent pas, mais ils sont déjà à 20-25% et plus. Voilà. La maintenance, c'est toujours la même chose. Ce qui marche pour la location annuelle marche pour la location saisonnière. Donc, elle est faite en interne et au meilleur tarif. Chez les autres, elle est toujours faite en externe où ils vont vous facturer 10% de la facture en plus et ils vont mettre plusieurs jours avant de traiter. Alors que là, ça sera fait de façon immédiate, quasi immédiate et gracieuse. Et la communication toujours en anglais, en français si besoin. Et de l'autre côté, toujours en anglais, éventuellement en espagnol. Vous avez toujours votre portail d'accès qui vous permet de voir ce qui se passe sur votre bien. Et de l'autre côté, en général, on a la surprise en fin de mois. Donc vous avez toujours, dans ce cas de figure, des profits largement supérieurs. Après, qu'est-ce que ça donne en termes de profit? Je prends l'exemple d'une maison. Parce que ça, c'est le cas typique. C'est le cas typique d'un produit locatif annuel, c'est-à-dire une maison, 3 chambres, 2 salles de bain avec une piscine. Faut savoir que c'est un budget moyen de $500 000. On peut pas vraiment faire ça avec des appartements parce que les copropriétés refusent la location saisonnière. Il y a même des amendes qui peuvent vous être données, des amendes très coûteuses et j'en reparlerai tout à l'heure. On va prendre la même maison et les deux cas. À gauche, vous avez la location annuelle, du bien et à droite, vous avez la location type Airbnb. Dans ce cadre-là, je suis parti dans les deux cas de la gestion locative qui vous est proposée. C'est-à-dire que là, dans les deux cas, c'est 10 stars. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est Chante mon ami avec sa société qui fait la gestion. Mais à gauche, sur la partie gauche, vous avez marqué location annuelle. Et ici, vous avez location saisonnière. Parce que, vous l'avez compris, c'est pas le même prix. Donc, la maison, elle fait $500 000. C'est un cas type, c'est un cas d'exemple, mais voilà. Elle avait une taxe de propriété de $7 000 en moyenne à l'année. Elle est là, dans les deux cas. Ça, elle va pas bouger. Que vous louiez à l'année ou en saisonnier, elle va pas bouger. Par contre, l'assurance, si vous louez à l'année, elle va être moins chère que si vous louez en saisonnier. Là, on est plutôt à 6 000, 6 200. Là, on serait plutôt à 4 500. Les frais de gestion locative, si vous êtes en annuel, vous le savez, c'est $499, sauf la première année où c'est $399, plus 49 par mois. Ça fait 1087, ça fait même 987 la première année, mais je suis parti d'une année standard, pas l'année exceptionnelle. Et de l'autre côté, c'est 10% plus $49 par mois. Vous allez avoir un entretien de piscine dans les deux cas. L'entretien dans la gestion locative annuelle, quand le locataire est en place, il se débrouille pour entretenir la pelouse, il paye son électricité, il paye son internet, il paye son eau et ses poubelles. Ça, c'est normal. Dans l'autre cas, vous êtes le propriétaire de la maison et vous le louez en Airbnb, ce sont des visiteurs, ils viennent pour quelques jours, des fois juste le temps d'un week-end. Vous devez donc vous assurer que les espaces verts soient entretenus. Encore une fois, c'est géré en interne, vous ne faites rien, vous n'avez rien à faire dans tous les cas, mais vous aurez quand même à régler, ça va être pris sur vos revenus. 1800 pour les espaces verts à l'année, 4200 en moyenne pour l'électricité à l'année, parce que là je parle de piscine chauffée, etc. Donc je suis parti d'un cas d'un bon produit. L'internet 50 par mois, ça fait 600 l'année. L'eau et les poubelles, j'ai mis 1800 l'année. Et le ménage est complètement payé par vos guests. En gros, je suis en train de vous dire que si vous partez d'un produit comme ça, vous allez certainement faire un revenu moyen de $6 000. Ça peut être plus. Mais je suis parti d'un domaine sécurisé. Je fais plus sur mes biens immobiliers. Beaucoup plus. Mais je suis parti de quelque chose de sécurisé. $6 000 et vous allez avoir tous ces frais ici. Donc je vous dirais qu'en moyenne,
Le bien devrait vous rapporter 3700 $ par mois. Mais en plus, il va être disponible pour vous, pour vos amis et pour votre famille. Donc ça, c'est que c'est une demande. J'avais même des gens qui me disaient, moi, pourvu qu'il couvre ses frais et que je puisse y venir quand je veux, ça me suffit. Clairement, oui. Là, dans ce cas-là, il y aura pas de problème. Et donc, toujours la valeur de ce bien qui va augmenter au fil du temps. Pensez-y. Et là, sur une belle maison bien placée, avec une belle superficie, avec une piscine, etc., ça, c'est des biens qui évoluent beaucoup dans le temps. Dans l'autre cas, on serait plutôt à un loyer moyen de 3000. Encore une fois, c'est une moyenne. Il y a des biens qui sont comme ceux-là, qui sont loués des fois 3005. Mais il y en a aussi des fois qui sont loués 2008. C'est une moyenne. Vous aurez un revenu moyen net, en ayant déduit les frais qui sont là, de 1800 par mois. Bon, vous avez aucun frais d'aménagement aussi, parce que là, par contre, il faudra aménager le bien en plus de l'acquisition. Et toujours l'equity. Alors, clairement, on peut le voir ici, la maison individuelle est un excellent investissement locatif, mais ce type de bien ne l'est pas nécessairement. C'est-à-dire que si vous voulez faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, à mon sens, une maison, c'est potentiellement, même si les rentabilités sont à peu près les mêmes avec les appartements, c'est à mon sens souvent l'un des meilleurs investissements. Par contre, pas un produit comme celui-là pour faire de l'annuel. Parce que un produit comme celui-là, il est trop cher. Il va être à 500 000 parce qu'il a une piscine, parce que ci, parce que ça. Là, le loyer, il peut peut-être même monter à 3005, mais vous vous y retrouverez pas en termes de rentabilité. Le loyer va être trop important. Donc la maison avec piscine bien placée au cœur de zone, elle a un loyer fort, mais pas assez fort pour que vous ayez une belle rentabilité. Donc ce type de produit, il est pas trop, sauf cas exceptionnel, ça peut arriver, mais il est pas trop à considérer pour du locatif annuel. Il est à considérer pour du saisonnier. Alors, le Airbnb, on appelle ça ici aux États-Unis STR, le Short Term Rental. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a Airbnb, la plateforme, grosse plateforme concurrente, c'est VRBO. Il y a d'autres plateformes, mais en général, c'est l'investissement le plus rentable parce qu'il rapporte beaucoup si vous avez le bon bien. Mais je vous l'ai dit, le bon bien, c'est une maison au moins de 3 chambres avec piscine chauffée, proche plage, bien placée. Et ça a l'avantage d'être disponible pour vous et votre famille, vos amis et vos séjours en Floride. Par contre, bien entendu, c'est un investissement qui est coûteux. Il faut garder en tête que aussi, il y a des périodes d'inoccupation, c'est-à-dire que même si c'est un type d'investissement le plus rentable, au moins 30%, en moyenne 30% dans l'année, il sera vide. Donc il vous faut une bonne résistance au stress parce qu'il ne faut pas vous dire « Oh là là, il n'est pas loué, il n'est pas loué ». Sachant qu'il y a des périodes hautes et des périodes basses. Là, nous allons entrer dans une période haute. Il y a une saisonnalité. Elle est forte de janvier à juillet. Et elle est faible de septembre à décembre jusqu'aux fêtes de Noël. Donc il faut aussi gérer vos revenus. Vous pourriez très bien encaisser de très très belles valeurs en février et en mars. 10 000 $, par exemple février, 10 000 $ mars. Mais vous pourriez toucher seulement une toute petite somme en septembre, en octobre, en novembre. Donc il faut gérer. Comme dans le locatif annuel, la première année est la moins rentable parce que c'est la première année où on découvre quelques maintenances et puis des petites choses qu'on n'a pas pu forcément identifier à moins que ce soit à l'usage avec le passage des visiteurs. Et puis votre listing, c'est-à-dire votre offre sur Airbnb, elle sera pas connue. Un bien qui tourne bien, c'est un bien où il est devenu, la personne est devenue superhost, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'évaluation de la part des gens, ils vous ont mis des belles étoiles, etc. Et quand le bien il a de l'ancienneté, il a beaucoup d'évaluation, il remonte, il est de plus en plus vu et consulté. Après, il apparaît même parfois dans guest favorite, genre le préféré des utilisateurs, etc. avec des petites étoiles. Donc, il monte dans le temps. Donc, la première année est rarement la plus rentable. Elle est généralement la moins bonne, pour toutes ces raisons. Sachez que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas possible de faire du Airbnb dans les condominiums, c'est-à-dire les appartements sur notre secteur. Ça existe parfois sur des zones très spécifiques. C'est pas possible de le faire parce que ça peut vous amener à des amendes. Elles peuvent même aller à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc ça va vraiment vous obliger à investir sur la maison individuelle, mais je pense que vous l'avez bien compris. Il y a des secteurs spécifiques. Parfois pour faire ça, il y a eu notamment un petit cœur de zone autour d'Orlando, près des parcs d'attractions. C'est bien et c'est pas bien, parce que quand le Covid est arrivé, les parcs ont fermé, poum, le truc est tombé, mais mort de chez mort. Alors qu'ici ça tournait tout le temps, proche plage. Donc c'est pas quelque chose que je vous recommande quand même, parce que ça fonctionne avec l'attractivité du parc. Et puis il y a beaucoup d'offres et beaucoup de concurrence, donc c'est pas le meilleur investissement à mon avis.
Je l'ai déjà fait pour certaines personnes qui me l'avaient demandé. J'avais quand même fait l'effort de m'y déplacer et j'avais permis l'acquisition à certains clients belges et je les salue. Mais voilà. L'un d'entre eux a déjà revendu cependant. Cette maison doit être équipée d'une piscine, sinon le prix à la nuitée sera insuffisant et vous aurez meilleur temps de louer en annuel. On a fait l'exemple tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, ce type de produit n'est, et je vous l'ai dit juste dans le tableau précédent, n'est actuellement pas le plus rentable en locatif annuel. À ce moment-là, mieux vaut une maison sans piscine, beaucoup moins chère. Si pour un achat, puisque le Floridien qui vit ici, celui qui travaille sur la zone, s'il a une piscine, c'est le must, mais il va quand même regarder son porte-monnaie. La famille, elle va regarder son porte-monnaie. Le visiteur qui vient en vacances, il se fait plaisir, il veut la piscine, mais là, c'est deux cas différents. Si pour un achat, si d'un achat pour locatif annuel, il est fréquent de prévoir un budget travaux, pour du Airbnb, c'est systématique. C'est-à-dire que quand vous achetez sur de l'annuel, en général, on remet au propre, mais c'est assez limité en termes d'investissement. Par contre, là, si on fait du Airbnb, attendez-vous à ce qu'on achète le bien. Souvent, on doit refaire les peintures, on doit parfois reposer des poignées dans les portes de cuisine, on doit lustrer des choses, on doit refaire certains sols. Il faut vraiment que le bien présente correctement. Et si par exemple, s'il y a des moquettes, il faudra absolument les enlever pour qu'on installe d'autres types de revêtements. Voilà, faut le préparer, donc il y a déjà un premier coup. Alors, je vois qu'il y a une question. Apparemment, je m'arrête un instant. Bonjour Fabrice, merci pour tous ces renseignements. J'ai 2 maisons que je vais vendre l'année prochaine. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir, Tonia. Une question. Peut-on trouver une maison pour 150 à 170 000 $? Ma réponse serait non. Alors, elle est à prendre avec des pincettes. Déjà, ma réponse est non. Je vais dire sur cette zone qui, à mon avis, est la plus intéressante pour investir. Mais vous pouvez trouver des secteurs aux États-Unis où les prix sont encore bas, mais sincèrement, même 150 à 170 000 $, vous serez, je vais parler franchement, sur très probablement, c'est un peu violent ce que je vais dire, mais très probablement sur un ghetto. Et j'aurais dire que même ici, sur des zones qui sont décriées, il y en a une ou deux, on est même plus cher que ça. Donc je vous dirais non. Après, il y a ici sur le secteur, quand je dis sur le secteur, si on recule d'une heure, 1h30 dans les terres et qu'on va en cambrousse complète, on va peut-être s'approcher de 200 000, ou 180 000 peut-être, mais honnêtement, ça sera aussi un bien dont le loyer, puisqu'il sera très reculé, sera moins intéressant, la rentabilité, le ratio sera plus le même. Et puis ben là, on n'est plus sur cœur de zone qui est énormément demandé parce que beaucoup de gens travaillent là. Donc c'est pas un investissement que je vous recommanderais. Je vous dirais à ce moment-là, faut prendre un appartement sur le bon secteur. Et à ce prix-là, vous pouvez trouver entre 150 et 170 000. On peut trouver un appartement 2 chambres, 2 salles de bain dans une belle petite copro sympa qui va se louer très bien. Et il y a de fortes demandes pour ça. D'ailleurs, sur cette zone qui s'est majoritairement développée en immobilier au cours des années 70, le produit typique, c'est l'appartement 2 chambres, même si beaucoup de familles auraient besoin de 3 chambres. Il n'y en a pas beaucoup des 3 chambres, donc quand il y en a, ils sont très demandés. C'est pour ça aussi qu'ils sont plus chers, et les loyers sont très élevés aussi. Mais là, 150, 170 000, appartement 2 chambres, 2 salles de bain. J'espère avoir répondu à votre question, Tonia. Alors, en plus des travaux sur un Airbnb, il faut bien que vous ayez en tête qu'il va falloir faire des mises aux normes. Ces logements Airbnb doivent être inspectés par la ville et les pompiers. Encore une fois, vous ne vous occupez de rien. Tout sera fait par l'entreprise de gestion locative. Mais par exemple, beaucoup ne le savent pas, je donne un petit peu mes secrets, etc. J'ai des concurrents des fois qui écoutent mes vidéos, mais sur de la gestion locative annuelle et sur du Airbnb, vous allez par exemple avoir besoin que tous vos détecteurs de fumée dans la maison soient reliés de façon filaire au panneau électrique, ce qui n'est absolument pas une obligation. Ils peuvent être sur pile pour une location traditionnelle à l'année. Donc il faut faire passer un électricien, déposer un permis et faire monter tout ça avec un signe exit avec des plans d'évacuation, etc. Il y a certains types d'extincteurs qui doivent être posés dans la cuisine. Voilà, il y a des normes, une petite norme. C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais il faut quand même l'envisager. Et en complément de l'acquisition, bien évidemment, il faut un aménagement complet de la propriété. Et là, je vous le dis, c'est un aménagement qui est de 30 à 50 000 $ selon les demandes sur une maison d'une belle superficie, 3-4 chambres, avec la piscine. Aménagement intérieur-extérieur, parce qu'il va vous falloir un salon de jardin, il vous faut des choses résistantes, on met pas du premier prix, donc vous allez avoir besoin
par exemple, les Adirondack sont des chaises d'extérieur type tropical, couleur colorée. Il faut absolument prendre celles qui sont faites en matériaux plastifiés, résistants, recyclés, parce que les premiers prix sont à 50 $, et elles cassent en l'espace de 1 à 2 mois, alors que celles-là peuvent durer des années, mais elles sont à 350 $ la chaise. Donc quand vous commencez à mettre 10 chaises, vous voyez vite ce que ça peut donner. Et vous pouvez pas mettre un canapé en tissu, parce que sinon il va être déchiré, il va être taché, etc. Il vous faut du canapé cuir, pour que ça soit résistant, etc. Donc, vous voyez, nous, le système est pensé, parce qu'on possède aussi nous-mêmes, on est nous-mêmes des investisseurs, donc on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas, et ce qui va pas. Je donnerai pas plus d'exemples, parce que ça peut aider d'autres personnes qui seraient concurrents dans ce type de business, mais on l'expérimente depuis des années. Donc du coup, on connaît la méthodologie, mais soyez conscient que du coup, vous avez un investissement plus important, qui est intéressant, très intéressant, c'est pour ça que moi-même j'en achète et je continue à en acheter, mais il est plus coûteux. Donc clairement, l'investissement en short-term rental, qui est donc l'investissement saisonnier type Airbnb, c'est intéressant, mais il vous faut obligatoirement une maison bien placée, idéalement proche plage, sur le bon secteur, parce que toutes les villes ne l'autorisent pas, il faut le savoir. Vous pouvez pas acheter une maison dans n'importe quel secteur, même ici, parce que c'est interdit, la ville va vous attraper, elle va vous interdire, elle va vous stopper, donc il faut être dans le bon secteur, il faut être au bon endroit, il faut la restaurer, il faut l'aménager, et il faut ensuite la lancer sur Airbnb, et le budget est plus de 500 000 $. Donc c'est la chose très intéressante, elle est très en vogue actuellement, on a servi plusieurs clients cette année, mais voilà, il fallait que vous connaissiez l'ensemble. J'arrive à terme de cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je n'ai pas vu d'autres questions, donc j'estime que ça a été clair. En tout cas, vous pouvez toujours me contacter en message privé, par email ou même par téléphone, par SMS, etc., comme vous le voulez. Je vous remercie de partager cette vidéo qui va être de toute façon disponible en replay pour ceux qui n'ont pas pu y assister, ou ceux qui en ont fait une partie puis qui sont partis vers la fin, parce qu'elle est un peu longue, mais je suis obligé d'aller dans tous les détails. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2024. Et vous pouvez me contacter, ça n'a aucun frais, ça n'engage aucun frais, et je vous renseignerai sur votre cas particulier si besoin. Merci encore à tous de m'avoir suivi, merci pour votre attention, et à très bientôt. C'était Fabrice, salut!